sommes ravis de vous retrouver pour ce qui est une troisième séance finalement autour des questions du travail prétextées par les débats générés par le projet de loi El Khomri et les différentes façons qui se sont développées pour y faire face, pour y réagir, pour y intervenir. Cette troisième séquence va être plus centrée sur la dimension économique des choses, qui était déjà présente à certains moments des échanges précédents, mais ce soir ce sera plus explicitement, je dirais, en termes d'économie et entre économistes que pour le principal ça va se dérouler, même si chacun est invité à y mettre sa voix, quand bien même il n'aurait pas les vertus supposées des économistes d'être, comme vous le savez, dans les grâces généralement un peu éthérées, bref, des considérations qui sont académiquement quand même très valorisées. Alors nous accueillons ce soir pour ça quelqu'un que vous connaissez tous au moins de nom, Benjamin Coriat, que vous connaissez donc en tant qu'il est un économiste distingué, comme on disait donc, et peut-être moins distingué depuis qu'il s'est attaché à développer autour des économistes atterrés une voix, un ton qui ambitionne donc de faire écho autrement au débat économique habituel, et qui dans l'instant évidemment est particulièrement engagé puisque la loi El Khomri fait des références très insistantes à ces affaires. Alors, quand je dis que tout le monde connaît probablement ici Benjamin Coriat, parce que, par exemple, moi, ça fait très très longtemps que je le connais pour l'avoir lu quand j'étais tout petit. Je ne suis pas si vieux que ça. Non, mais tu as démarré très jeune, et moi, j'ai lu, j'étais encore jeune. C'est gentil, ça. Voilà, et il a en effet fait éruption dans le champ, comme on dit, à travers une thèse qui est devenue un best-seller, qui s'appelait l'atelier Le Chronomètre, qui donc développait une critique assez pointue sur le taylorisme, et puis qui a eu des petits frères, un certain nombre, certains notamment Atelier Le Robot, et puis d'autres ensuite, autour notamment du toyotisme et toutes ces évolutions de l'organisation industrielle. C'est-à-dire que Benjamin a eu un moment d'une histoire intellectuelle très centrée sur les questions industrielles, de l'organisation du travail, et donc une réflexion sur le travail depuis une posture d'économiste, mais qui a très vite interpellé les gens comme les ergonomes, avec qui il a frayé un moment, des sociologues du travail aussi, des psychologues. Bref, il est très repéré il y a longtemps sur ce domaine. Que depuis, il avait un peu, ça lui semblait un peu quitté, enfin il était moins présent sur cette scène-là, en partie sur d'autres affaires. Mais aujourd'hui, évidemment, sur le débat qui nous intéresse, il paraissait assez évident et intéressant. Et on avait envie, à titre amical, en plus de le faire, de l'inviter à nous rejoindre ce soir. Il sera donc engagé dans une discussion tout à l'heure qu'il changera de quelques autres joutes qu'il a l'habitude d'avoir sur d'autres scènes et avec moins de temps, avec Christian Dutertre donc, et nous aurons ensemble donc cette occasion de discuter sur le sujet. Je voudrais insister sur un point qui me semble être une dimension qui est au cœur de nos affaires, c'est la question du marché. Les discussions qui ont lieu autour de la loi El Khomri, à la fois par les instigateurs de la loi, mais aussi par ceux qui dominent dans la contradiction à cette loi, semblent tous référer et donc s'accorder sur l'hypothèse qu'il existe un marché du travail. Et de notre point de vue, c'est ce qui piège le débat, en tout cas qui l'enferme dans un espace qui le condamne assez vite à ne pas trouver beaucoup d'issues, car il nous semble, ce qui est en jeu, c'est précisément l'hypothèse même qu'il existe un marché du travail. J'ajouterais que ça redouble, exactement, vient redoubler cette question, celle des services, dont on peut également penser que l'hypothèse d'un marché du service fait autant question, et pour les mêmes raisons d'ailleurs. De sorte que si on considère que les questions du travail sont bouleversées par les questions du service, qu'on ne peut pas facilement imaginer réfléchir à l'avenir du travail et toutes les questions qui s'y attachent, aussi bien en termes d'emploi que de santé,
que la façon dont le travail fait société, et donc les dimensions politiques, en fonction des questions du service, et que les deux sont dans un rapport très contraignant si on les met dans une référence au marché, on est là sur une affaire qui nous intéresse à être discutée, voir comment résiste l'idée d'un marché du travail et d'un marché du service, a fortiori de ce double rattachement du service et du travail à un marché, et si ça ne résiste pas, qu'est-ce que veut dire l'idée qu'il s'agirait d'autre chose que d'un marché, et comment ça se présente, quelles sont les thèses en jeu, quelles sont les pistes que les uns et les autres avons en magasin, pour autant dire, on est bien d'accord que personne ne tient au sens littéral des solutions, mais des pistes qui sont donc des enjeux de recherche, aussi bien théorique, scientifique, que d'engagement politique, et ceci est au cœur de questions professionnelles pour tous ceux qui, ici je crois c'est le cas, ont des engagements sur les questions du travail au titre du métier que nous faisons. Que nous soyons dans différentes postures, c'est ça qui nous assemble. Voilà, c'est ça un peu le thème de ce soir, que j'invite donc, pour commencer, Benjamin à engager. Et puis ensuite, on aura Christian. Et puis enfin, on aura la discussion générale. Benjamin, encore une fois, et d'avance, merci à toi. Merci à vous pour cette invitation. Je suis à Thémis pratiquement depuis sa naissance, sa toute naissance. Et puis, pour te dire, Christian est un ami de 40 ans. Bon. Et en plus, un ami de 40 ans qui est resté un ami pendant 40 ans. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de discussion plus ou moins intenses, mais voilà, on est le contre-exemple des amis de 40 ans, on est des vrais amis de 40 ans. Donc, c'est une double satisfaction, si je peux dire, d'être ici, à la fois intellectuelle, parce que je suis ce que vous faites et je m'y intéresse, et puis à la fois plus personnel, si je peux dire. Donc, ça fait beaucoup de raisons d'être satisfait. Alors, pour la discussion d'aujourd'hui, je ne vais pas être long parce que je ne prétends pas administrer une leçon de choses. J'ai 2 ou 3 convictions sur le sujet, en plus le sujet de la loi El Khomri ou de ce qui devrait en tenir lieu n'est pas vraiment neuf. Hein. Ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, qu'on est tous attelés à ça. Et que voilà, les arguments sont échangés dans tous les sens, donc je ne prétends pas faire œuvre de nouveauté absolue. Voilà, ce que je voudrais, encore une fois, c'est prononcer et peut-être vous faire partager 2 ou 3 convictions. Alors, une conviction d'abord relative à la loi El Khomri elle-même, hein, et je pense que ça vaut encore la peine d'y revenir, malgré tout ce qui a été dit. Et puis surtout, 2 autres convictions sur qu'est-ce qu'il faut faire d'autre et de complètement différent de la loi El Khomri. Donc, tout à fait dans la lignée de l'annonce qui a été faite. Mais il faut quand même dire un mot, et peut-être plus qu'un mot même, de la loi El Khomri. Alors, voilà. Et puis ensuite, je donnerai, enfin, ça sera à Christian de parler, et je préfère qu'on consacre davantage de temps à la discussion, parce que ce que je vais vous dire a la prétention, en tout cas le souhait, d'explorer des voies neuves, hein, donc sur lesquelles je prétends absolument pas avoir le dernier mot, ni un mot entièrement constitué, mais je pense qu'il est de notre responsabilité, nous, les acteurs sociaux engagés, et en plus qui avons le privilège de la distance, de la réflexion, hein, à un titre ou à un autre, de frayer ces voies, hein, de frayer des voies nouvelles. Alors, premier point d'abord sur la loi El Khomri. Alors, ce que je voudrais, ma conviction ici, que je voudrais vous faire partager, c'est vous indiquer ce que je considère être le double archaïsme complet de la loi El Khomri. Et c'est assez grave et c'est assez embêtant. Hein, c'est assez grave. Parce que la loi El Khomri va exactement dans le sens opposé du sens où il faudrait aller. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement une loi en trop, une loi inutile, une loi, etc. C'est une loi totalement archaïque et qui, si vous voulez, pour ceux qui sont branchés nouvelles technologies, etc., c'est un peu comme... comment ça s'appelle ça déjà, la loi sur le droit d'auteur, la loi...
Voilà, Adopi. C'est exact, c'est un truc où on essaye de protéger, de défendre quelque chose qui est mort, archi-mort, alors qu'il y a 36 autres modèles qui sont en gestation et que, bien évidemment, c'est ces autres modèles qu'il faut pousser, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il faut massacrer le droit d'auteur, bien sûr que non. Mais il y a des moyens de le faire vivre, de le faire se développer, etc., en accord avec la société, en accord avec les nouvelles activités, qui n'est pas du tout l'imposition d'un modèle complètement dépassé au profit de quelques groupes, puisque c'est dans le cas de la loi Adopi, qui sont des parasites de la culture et pas du tout des acteurs de la culture. Bon, eh bien, la loi El Khomri, ça me fait cet effet, sauf que c'est encore beaucoup plus grave, parce qu'à la limite, Adopi, c'est un domaine de la culture dans lequel on enfonce un coin de travers. Alors que là, on prend de travers toute la société, puisqu'on la prend de travers sur son rapport au travail. Alors, c'est quoi ce double archaïsme? Premier archaïsme, et puis, quand on a fait les économistes atterrés, j'y reviendrai, on les a fait parce que, justement, on avait cru que c'était fini. Premier archaïsme, c'est le retour en force d'une idée néolibérale parfaitement stupide, suivant laquelle, plus on attaque le travail, plus on abaisse les coûts, etc., mieux on se porte. On croyait que c'était fini, nous, ça. C'est-à-dire que après l'explosion précisément de toutes ces idées néolibérales, notamment en matière financière, après 2008, on s'est dit, ouf, on va enfin passer aux choses sérieuses. On va reparler d'éducation, on va reparler de formation, on va reparler de santé publique, on va reparler de culture, on va reparler de services publics, etc. Pas du tout, pas du tout. Ça a été, comme dit Naomi Klein, une occasion d'enfoncer encore des lignes qui résistaient. Voilà. Bon, malheureusement, bon, alors, cette vieille idée que ce qui fait obstacle à l'emploi, c'est la rigidité du travail, le coût du travail, idée qui a été battue en brèche un nombre infini de fois. Déjà dans les années 30, Keynes disait cette idée qu'il faut attaquer le travail, etc., en période d'emploi et de chômage, disait Keynes, c'est une idée digne des asiles d'aliénés. Il ne mâchait pas ces mots. Ne mâchez pas ces mots. Et d'ailleurs, parce qu'on nous parle tout le temps de l'Espagne, etc., mais l'Espagne, ils sont passés de quoi? De 30% à 27%. C'est ça qu'on veut. C'est ça le modèle qu'on veut. Nous faire passer à 30 pour passer ensuite à 27. De quoi on parle? Parce qu'on dit, regardez, en Espagne, etc. Bon. Les pays qui ont vraiment appliqué la pilule, si je peux dire, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, se sont trouvés dans un état totalement catastrophique. Bon, ça c'est un premier archaïsme. Et c'est quand même un archaïsme très, très inquiétant, quand même, très inquiétant, venant du gouvernement qui, en principe, était relativement équipé pour pas tomber ça, pour pas tomber là-dedans. Mais il y a un deuxième archaïsme encore plus embêtant, et alors là, on va rentrer dans les vraies questions de fond, y compris celles que tu soulevais avec la question du marché du travail, etc. Deuxième archaïsme, c'est quoi? C'est que au cœur de la loi El Khomri, comme au cœur des mutations auxquelles on est confronté aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la relation salariale. Et la relation salariale conçue avant tout, le contrat de travail. Moi, j'ai fait un peu de droit quand j'étais petit, puis j'ai continué plus tard parce que ça m'intéressait. Le contrat de travail, sa particularité numéro un, ce qui la distingue de tous les autres contrats, c'est que c'est un contrat qui introduit une relation de subordination. Et donc, le cœur du salariat, c'est une relation de subordination. D'accord ? Et donc, en ce sens, on va y revenir, je comprends qu'on s'y oppose, mais en ce sens, oui, il y a un marché du travail, même si je comprends absolument tout ce qui nous fait hurler contre cette notion, mais il y a un marché du travail, il y a un marché par lequel on vend sa force pendant un certain temps, en échange du fait qu'on subordonne l'usage de cette force, c'est une relation de subordination, avec des contreparties en salaire et des contreparties en matière de sécurité sociale. C'est un des grands problèmes dont on va discuter aujourd'hui, j'espère, c'est que les prestations sociales sont liées au statut de l'emploi et au statut du salariat, pour l'essentiel. Le reste, c'est des bricoles. Le reste, ça n'existe pas vraiment. Bien. Voilà. Or, ce que fait
la loi El Khomri, ce que fait la loi El Khomri, c'est de durcir la relation de subordination en cassant un certain nombre de protections qui ont pu naître au niveau des branches, pour les remettre dans un face-à-face au niveau de l'entreprise. Alors, je ne suis absolument pas contre la négociation d'entreprise. Je pense qu'il y a des tas de choses qui peuvent se gérer dans l'entreprise beaucoup mieux qu'ailleurs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit encadrée. Et il faut que les négociateurs, en particulier ceux qui sont dans la relation de subordination, aient des filets de sécurité, qu'on ne puisse pas les enfoncer et les amener au diable vauvert. Et ça, c'était le rôle des accords de branche, qui garantissaient un minimum. Bien. Eh bien, le second archaïsme de la loi El Khomri, c'est de croire que, en durcissant encore l'asymétrie de la relation salariale, on va faire progresser les choses du côté de l'emploi, d'un côté, sans même se préoccuper des catastrophes supplémentaires qu'on risque de créer du côté de la relation de travail elle-même. Et donc, on est vraiment, comment dire, c'est un point dont il faudra qu'on rediscute, parce que c'est ma conviction profonde, c'est pas seulement un truc malvenu, je sais pas quoi, dont on aurait pu se passer, etc. C'est un désastre, parce que ça va absolument dans le sens opposé de ce qu'il faudrait. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons dans l'entreprise, d'ailleurs, comme dans toute la société, c'est le contraire de ça. C'est la demande d'une détente de la relation de subordination, voire autant que possible de sa dissolution. Mon partenaire des Échos, là, du vendredi matin sur France Inter, il en a plein la bouche à dire: toutes les enquêtes disent les Français, les jeunes Français en particulier, veulent créer des entreprises, etc. De quoi vous nous parlez, vous, Benjamin Coriat, je ne sais pas quoi, vous êtes un ringard, etc. Mais ce qui fait semblant de ne pas savoir, c'est que l'une des motivations principales de tous ces jeunes pour créer des entreprises, c'est, outre le fait, ce que je trouve d'ailleurs tout à fait positif de mon côté, j'ai aucun état d'âme avec ça, je trouve ça plutôt très bien, je vais y revenir. Bon, c'est outre le fait que de toute façon c'est comme ça, s'ils veulent avoir un emploi, il faut qu'ils se le fabriquent, c'est qu'ils veulent échapper à la relation de subordination. C'est la plupart du temps leur motif numéro un. Outre le fait que, d'abord, il n'y en a pas du boulot, ils se disent, finalement, il n'y en a pas, je vais peut-être essayer de me créer mon emploi, et de plus, je vais échapper à la relation de subordination. Ce que fait la loi El Khomri, c'est de vouloir les enfermer encore davantage là-dedans, pour ce bénéfice hypothétique, non seulement non prouvé, mais pour lequel il y a de très grandes évidences que même du point de vue de ses effets sur l'emploi, c'est plus que discutable, voire très probablement opposé à des bénéfices qu'on peut avoir sur l'emploi. Il y a une petite reprise en ce moment, une petite reprise de l'emploi, etc. Si vous discutez avec des macroéconomistes, etc., qu'est-ce qu'ils vous diront? Ils vous diront que c'est d'abord l'augmentation du pouvoir d'achat, liée à l'effondrement du prix du pétrole, liée à une série de transferts auxquels on a procédé dans les quelques années qui viennent s'écouler, et évidemment pas à une quelconque baisse du coût du travail. Bon, voilà pour mon premier point. Mon deuxième point, il est entièrement lié à ça. Il est à l'intérieur du salariat, parce qu'il ne va pas disparaître demain, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément souhaitable qu'il disparaisse. En tout cas, il est là pour durer, même s'il n'est pas là pour rester la forme exclusive. Ça, c'est ma conviction. Ma conviction, c'est que les formes de travail indépendant, de travail en réseau, etc., de travail sur des plateformes Internet, de travail dans des communs, de travail associatif, de travail mutualiste, vont se développer à très grande vitesse. Ça, c'est ma conviction. C'est ma conviction absolue. Bon, alors, mais il faut raisonner sur les deux, parce que le salariat ne va pas disparaître, bien évidemment. Alors, j'en viens maintenant sur les deux autres choses que j'ai à dire, qui sont les projections positives à la place de cet archaïsme absolu qu'est la loi El Khomri. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors, ici, je pense qu'on va se rejoindre. Je ne sais pas si on sera d'accord sur tout, mais en tout cas, le cœur des préoccupations, il est de même nature. Il est de passer non seulement de la notion d'emploi à la notion de travail, mais moi, je vais au-delà. Et je dis, il faut passer de la notion de travail à la notion d'activité.
Et ce qu'il faut valoriser, c'est l'activité. Et l'activité, j'emploie délibérément une notion large, parce que l'activité, ça recouvre à la fois ce qu'est le travail dans l'entreprise, mais au-delà du travail prescrit, hein, ce qui est l'activité réelle, ce qui est bon, c'est des sujets, j'imagine qu'ici vous connaissez bien. En tout cas, je sais que c'est des sujets sur lesquels Athémis a beaucoup travaillé et beaucoup intervenu. Mais ça va me servir aussi dans une minute pour parler de mon troisième sujet, qui est l'activité qui n'est pas nécessairement du travail de type salarié, qui est de la création de valeur, qui est de l'utilité sociale, à partir d'activités citoyennes, à partir d'activités de travail domestique, à partir d'activités de plateformes, etc., dont il faut être capable d'évaluer la valeur et d'assurer, parce qu'on en crée de la valeur, on en crée des kilomètres de valeur sociale, et d'en faire refluer une partie vers ce que moi j'appelle les commoners, ceux qui fabriquent ces communs, pour qu'ils puissent bénéficier de cette activité sociale et de création de valeur qu'ils mettent à notre disposition. Alors, d'abord dans l'entreprise, passer du travail à l'activité. Passer du travail à l'activité, ça voudrait dire quoi? Et c'est là-dessus que quelque chose comme une loi El Khomri aurait été utile. Avec le souci légitime de repenser l'entreprise comme espace possible, hein, de négociation, de discussion, de passation d'accords, de conventions, etc. Encore une fois, hein, sous réserve que ça soit encadré. Parce que si ce n'est pas encadré, c'est une autre histoire. D'ailleurs, ils me font marrer, tous ces gens, hein, qui nous expliquent « Ah, le modèle allemand, c'est formidable, l'Allemagne, etc., zéro chômage, machin. » En Allemagne, la négociation, c'est une négociation de branche. Hein. Allez leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de négocier dans les branches, vous allez voir comment ils vont vous recevoir. Hein. Bon. OK. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait créer dans l'entreprise, hein, y compris par des incitations réglementaires, de la loi, etc., cet espace qui fait que l'activité, et pas seulement le travail prescrit, et pas seulement l'emploi tel qu'il est codifié dans les grilles de classification, mais l'activité réelle qui font que le produit a une qualité, qui font que le produit a une odeur, a un style, etc. Simplement, qui fait que le produit sorte, hein, dans beaucoup de cas, que tout ça soit pris en compte, que tout ça soit valorisé. Je vais vous raconter une anecdote. Au début des années 70, parce que c'est vrai que j'étais déjà actif au début des années 70, Delors avait introduit la loi de formation professionnelle, ce qu'on appelait le 0,1%, hein, c'est-à-dire l'obligation aux entreprises de dépenser pour la formation professionnelle. Et j'avais assisté à un de ces séminaires à Dauphine, parce qu'à l'époque, il était prof à Dauphine, il avait été débarqué avec Chabon et la Nouvelle Société, dont personne ne voulait, etc. Et il expliquait pourquoi il avait fait le 0,1%. Et il dit, écoutez, voilà, moi je suis un homme politique, c'est-à-dire, et en plus il en avait une conception noble, c'est-à-dire, mon rôle c'est de fabriquer de l'ingénierie pour la transformation sociale. C'est ça un homme politique. Hein, c'est quelqu'un qui fabrique de l'ingénierie pour la transformation sociale, qui fait que ça prend. Hein, qui fait que ça prend. Bon, pas seulement des idées, mais ça prend. Il dit, j'ai une chambre Bleu Horizon, hein, la chambre qui est sortie de 68. Ah oui, certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais c'est pas grave. Donc, je vous dis, chambre Bleu Horizon. Comment dire, une opinion extrêmement réactionnaire, hein, vraiment surmobilisée après mai 68, la chienlit, etc. Vous en avez un petit avant-goût avec ah oui, comment peut-on faire grève alors qu'il y a l'euro, alors qu'il y a des ordures, etc. Bon, vous imaginez hein, ce que ça pouvait être en 68. Il dit, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Sachant qu'il n'était pas de cette idéologie-là. Il dit, la seule chose que je peux faire, c'est une loi de type 0,1%. Pourquoi? Parce que je sais qu'au-delà des réclamations des uns et des autres, hein, sur, etc., bon, je sais, parce que 68 l'a montré, qu'il y a une profonde demande hein, de justice, d'égalité, de reconnaissance des compétences, des qualifications, etc. Parce que 68 a montré ça. Les patrons ne veulent rien entendre et considèrent qu'ils n'ont pas à le faire parce qu'ils ont gagné. Hein, ils ont perdu en mai, mais ils ont gagné en juin. Bon. Voilà.
qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, la seule chose que je peux faire, c'est de dire, je vous oblige à faire de la formation professionnelle et je crée une tension à l'intérieur de l'entreprise où les salariés peuvent utiliser ce droit pour ensuite le transformer en reconnaissance des qualifications acquises, formation qualifiante, etc., etc. Et donc, malgré eux, je crée cette ingénierie interne de la transformation sociale. Eh bien, voilà, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une ingénierie de ce type, qui introduit une mine au sein de la relation de subordination, pour permettre à cette demande d'autonomie, mais aussi à cette richesse de déploiement d'activités, etc., de pouvoir s'exprimer, se développer, être reconnu et, comment dire, assurer à la fois l'épanouissement de l'individu, de l'entreprise et de ses produits, et de ses marchés, etc. Bon, et ce n'est pas la prise en compte des dimensions servicielles, etc., qui va diminuer l'importance de ce que je dis, au contraire. Au contraire. Donc voilà ce qu'il aurait fallu dans la loi El Khomri. On peut y réfléchir, mais je pense que des dispositifs de ce type sont possibles. Donc voilà en positif ce qu'il faudrait faire. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout pour le statu quo. Pas du tout pour le statu quo. Troisième chose, bon là je vais aller éventuellement un peu plus vite, mais c'est pareil, c'est les droits sociaux. Il faut absolument, absolument sortir de cette idée que les droits sociaux, à savoir le droit à la maladie, le droit à l'allocation chômage, le droit à la retraite, etc., est attaché à la condition de l'emploi. Il faut sortir de là. Alors là, je ne vous cache pas, je cite mes sources et je lui rends hommage parce que je pense que c'est très considérable ce qu'il a commencé à faire, parce que ce n'est pas fini, c'est Alain Soupiot. Je pense que ses travaux sur la notion de droits de tirage sociaux, c'est-à-dire l'idée de il faut déconnecter les droits sociaux de la condition de salarié et de la situation d'emploi pour les attacher à l'individu, d'une part, donc pas à l'entreprise qui va les décerner ou pas les décerner, à l'individu, et à l'activité de l'individu, que celle-ci soit salariée ou pas, est la solution. Et ça va dans le même sens. Ça va dans le sens de, construire l'autonomie, construire l'autonomie des parcours, inciter au déploiement de l'énergie, de l'activité. Bon, tout à l'heure, tu as eu la gentillesse de rappeler mon parcours et mon travail sur le travail, si je peux dire. Alors, je vais compléter très brièvement. Après, j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise et la compétitivité, ce que j'ai appelé la compétitivité qualité, dont je viens de vous parler à l'instant. Qualité qui peut être basée que sur du travail impliqué, qualifié, reconnu, libre, autonome, etc. Sinon, c'est impossible. Bon. Et puis, le troisième temps, celui dans lequel je suis maintenant, c'est de travailler sur ce que j'appelle les communs, c'est-à-dire cette mise en commun de ressources, de droits partagés et de gouvernance permettant la valorisation partagée d'un ensemble de ressources par des acteurs qui ont passé une sorte de contrat entre eux. Bien. Alors, mes auto-entrepreneurs, mes gens qui créent des logiciels libres, mes gens qui offrent du service de proximité pour des personnes handicapées ou en tout cas en difficulté ou pour des personnes âgées, etc. Mais il faut absolument que ces activités soient socialement reconnues, quitte à ce qu'on les labellise, quitte à ce qu'on crée des formes de labellisation, de normalisation, de reconnaissance. Il faut que toute cette utilité sociale, dans lesquelles les gens ne demandent qu'à s'investir, puisse effectivement s'investir avec un retour, et un retour sur des droits, des droits à la formation, des droits à l'investissement, des droits à créer des entreprises, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je vais m'arrêter là. Je résume mon propos, mais je pense qu'il a été clair. La loi El Khomri est totalement archaïque, elle est totalement à contre, c'est le contraire. C'est pas durcir la relation de subordination qu'il faut, c'est la détendre en favorisant et en reconnaissant l'activité, aussi bien dans l'entreprise
que hors de l'entreprise. Et ça passe par une refonte des systèmes de sécurité sociale autour des droits de tirage sociaux, hein, pour parler comme Soupio. Bon, la forme dégradée de ça, dégradée mais embryonnaire, c'est les CPA, hein. Vous avez bien compris, hein, c'est le compte personnel d'activité. Sauf que dans le compte personnel d'activité tel qu'il est conçu aujourd'hui, il n'y a rien dedans. Hein, bon. Donc voilà, il faut en faire des vrais. Hein, faut en faire des vrais. Alors c'est vrai que, vous voyez, j'ai ça là avec moi, là, par exemple. Ça s'appelle, je sais pas quoi, c'est le Mutualité française qui a fait un numéro spécial là-dessus. Et alors, ils sont becs et ongles contre, hein, vers une protection sociale en libre service. Ils meurent de trouille. Hein. Ils meurent de trouille qu'on fasse une protection sociale attachée à la personne, attachée à l'activité, parce que c'est vrai que ça va impacter les mutuelles, hein, qui se demandent qu'est-ce qu'elles vont faire. Bon, alors ils sont venus m'interviewer, moi, donc, et moi j'ai dit que j'étais pour tout ça, etc. Puis j'ai découvert que j'étais comme pris en otage, si je peux dire, dans un ensemble de tirs au canon contre ça. Mais vous voyez, j'ai l'habitude, j'ai pas peur, j'assume ma position. Hein, même pas peur, ouais. Et je l'assume d'autant plus que je pense que ces droits ne peuvent pas, n'ont pas besoin d'être construits contre le mutualisme. Ils peuvent simplement, au contraire, hein, c'est une autre discussion, régénérer le mutualisme, lui redonner du sens. Je reviens de Grèce là. J'étais en Grèce il y a 3 jours. Bon, la situation là-bas, je vous raconte pas, c'est un désastre. Il faut vraiment y aller, quoi. C'est un désastre. Bon, en même temps, le peuple grec est un peuple formidable. Bien. Et je me suis intéressé, entre autres choses, surtout dans la crise, formidable, surtout dans la crise, bon, je me suis intéressé, entre autres choses, aux cliniques de solidarité. Eh bien, vous savez ce que c'est, ça? C'est, entre autres, hein, j'en ai visité une, c'est des citoyens qui ont, évidemment, qui comptent parmi leurs rangs des travailleurs de santé. Hein, des infirmières, des sages-femmes, le cas échéant des médecins, etc., qui ont leur activité au sein de leurs organisations professionnelles, hein, dans leurs hôpitaux, etc. Mais dans les hôpitaux, il n'y a plus rien, souvent, il n'y a même plus de médicaments, enfin, c'est un désastre. Hein. Bon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fabriqué des communs de santé publique. C'est-à-dire qu'ils font des appels aux citoyens pour qu'ils mettent ensemble leurs médicaments en trop, voire leurs médicaments tout court, pour pouvoir traiter les urgences et pour pouvoir assurer que dans une situation dans laquelle l'État grec n'a plus d'argent pour acheter les médicaments, au moins on puisse constituer des stocks sociaux, des stocks sociaux locaux, etc., et penser la redistribution pour venir en aide de première urgence à ceux qui en ont besoin. Vous ne croyez pas que ça, c'est une activité qui mérite d'être valorisée? Eh ben, moi, je pense que oui. Voilà. Bon, j'ai fini. Merci. Je voudrais la voix un petit peu plus rauque que d'habitude, parce que je traîne là vite. C'est pas parce que je veux être plus grave dans la situation actuelle. Au contraire, d'abord, ta présence, je suis ravi, comme tu l'as expliqué, pour les raisons que tu as indiquées. Et puis je trouve que c'est toujours extrêmement intéressant, comme ça, d'avoir des entrées différentes, mais qui vont directement à la cible. C'est-à-dire à la fois la question de l'analyse du travail et en même temps qui essaye de mettre en avant des réponses. Les grandes difficultés que je trouve que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de collègues, des universitaires, et pas seulement des collègues, mais des gens qu'on rencontre, qui peuvent être très critiques sur la situation que nous vivons, mais qui, à travers ces critiques, n'arrivent pas à élaborer des réponses aux enjeux. Et je suis ravi parce que tu as associé, tu as bien entendu présenté tes éléments critiques, et d'autre part, commencé à esquisser des éléments de réponse, en tout cas qui contribuent à construire des réponses sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour à la fois donner mon accord, en quoi je suis complètement d'accord, et en quoi il y a des choses un peu complémentaires auxquelles Athémis, moi, et quand je dis moi, parce que c'est moi qui parle là, mais Athémis de manière plus collective, réfléchit de manière comme ça régulière. Alors, je vais quand même reprendre les questions que tu abordes, parce que aussi le plan, finalement, j'ai changé un peu le plan de mon intervention, et pour me caler plutôt, pour qu'on ait un échange, et donc je vais reprendre la dimension sur la loi.
ce que tu appelles le double archaïsme, moi je suis tout à fait d'accord avec cette expression. Alors la difficulté, c'est qu'elle ne se présente pas comme un archaïsme. C'est-à-dire que, curieusement, ça se présente au contraire dans la modernité. Est avancé dans le discours quelque chose qui se présente comme de la modernité, la situation actuelle étant considérée comme archaïque. Alors là, il faut prendre ça en compte, parce que ça a un effet d'opinion. Sur le fond, tu as raison, mais c'est pas forcément entendu comme ça. Et plus on est dans la critique, sans capacité de construire une perspective, plus ceux qui s'y opposent apparaissent, eux, comme des archaïques, et eux apparaissent comme des contributeurs de la modernité. En d'autres termes, la question de savoir en quoi c'est archaïque, sur le fond, elle est tout à fait intéressante de la rappeler, mais dans l'opinion, finalement, c'est notre capacité à tracer des voies différentes, à les mettre en œuvre, qui font qu'on peut se démarquer de cet archaïsme. Sinon, ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous, c'est-à-dire que la simple critique de la loi apparaît alors comme un conservatisme. Et là, il faut faire attention à cette question, parce que on peut rentrer dans une bonne volonté et avoir finalement être pris au piège de la façon dont cette loi est argumentée et proposée. Donc, ce que tu as développé dans les deuxième et troisième parties me paraissent des éléments absolument essentiels. Parce qu'on est quand même, il faut quand même le reconnaître, on n'est plus loquace sur la critique que loquace sur l'alternative. Alors, nous, on est très très préoccupés à Thémis, et j'en reparlerai à la fin, sur la construction de lieux dans lesquels on, modestement, comme tu l'as indiqué, en essayant d'avoir une contribution, et sans prétendre avoir la vérité ni d'avoir le sens, mais de contribuer à construire ces alternatives. Alors je pense que pour être en capacité de construire ces alternatives, il faut bien entendu s'appuyer sur le réel, c'est-à-dire des évolutions du travail que vivent les uns et les autres, quel que soit finalement leur statut, parce que ce que tu as dit c'est tout à fait juste, c'est le salariat, mais c'est aussi les gens qui sont en indépendance, c'est aussi les jeunes qui créent dans l'auto-entrepreneuriat des activités, c'est aussi des gens qui sont actifs dans le bénévolat, c'est aussi des gens qui sont actifs dans des on disait aux assises régionales sur l'emploi qui était en 92 dans le Nord-Pas-de-Calais, les chômeurs sont actifs, c'est-à-dire dans la façon dont les chômeurs essayent de créer des réseaux et des activités, ils sont actifs. Tu as tout à fait raison de dire que tous ces gens-là travaillent, il n'y a pas que les gens qui sont salariés qui travaillent, toute une série, y compris les étudiants, travaillent. Et donc, c'est de revenir sur les questions de ce travail qui me paraissent absolument essentielles et d'arriver à identifier ensemble ce qui sont les enjeux les plus importants sur lesquels nous avons besoin de créer une alternative. Alors, et donc, il faut revenir sur ces mutations. L'idée que le travail ne se réduit pas au travail salarié, tel que tu le présentes, c'est-à-dire s'intéresser à un travail qui relève, pour reprendre tes expressions, d'une activité citoyenne, d'une activité sociale ou une activité domestique de l'autoproduction, moi je trouve ça tout à fait juste. Tout à fait juste. Simplement, bien entendu, pour que ça soit reconnu socialement comme du travail, il faut bien aussi que ça, qu'à un moment donné, une reconnaissance sociale, une évaluation, une reconnaissance sociale que ce qui est organisé, porté, renvoie à un sens pour la société. Là, on présente déjà une première difficulté. À quel moment l'activité des jeunes qui créent leur entrepreneur, des plateformes qui se créent, est-ce que ça a une utilité? Ça n'a pas. Qui se reconnaît? Dans Blablacar, c'est discutable, par exemple. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de nous, Blablacar. Non, mais au démarrage, c'est parti de manière sympathique. Au démarrage, c'est parti de manière tout à fait sympathique. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ça se discute, finalement. Donc la question ici, c'est comment peut-on à la fois reconnaître le sens, la dimension sociétale, la dimension, on va dire, utile. Le gouvernement utilise l'expression servicielle. Ça rend service. Ou
s'établisse cette question, que ça rend service et qu'il y a une reconnaissance de ça. Ça ne peut pas se faire uniquement sur le plan monétaire, par le fait qu'on ait un salaire ou qu'on ait un salaire lié à la subvention par la redistribution de l'État ou des organismes parapublics. Et donc il y a besoin d'ici d'une évaluation, de quelque chose qui se construise. Je ne pense pas qu'on puisse le faire en dehors des dynamiques territoriales. Cette évaluation du sens, de l'utilité de ce qui est engagé, nécessite qu'une confrontation à la question de projets territoriaux reconnus s'établisse. De ce point de vue, je pense que doivent émerger des formes nouvelles de régulation des enjeux du travail étendues aux activités telles que tu les as décidées. Ce n'est pas la qualité de les courir, faire du sport ou de marcher dans la rue. On parle des activités avec une ambition sociétale. Des activités qui ont une ambition vis-à-vis des autres. Et autrefois, rendre service. Hein, pour prendre une analogie qui va nous amuser, Benjamin et moi, peut-être que nous deux, du coup, servir le peuple, on disait dans les années 70. C'est-à-dire qu'une ambition sociétale. Eh bien, ça, il faut que ça puisse s'ancrer dans des dispositifs de reconnaissance de cette ambition. Et je pense que ici, le rôle des collectivités territoriales ou des acteurs territoriaux est essentiel. Est-ce que c'est un bien commun? C'est tout un débat. On peut l'appeler bien commun, ça ne me gêne pas trop. Nous, on a tendance à l'appeler un patrimoine immatériel, commun, collectif, territorialisé. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'en réalité, alors le problème du bien commun, c'est qu'il y a plusieurs interprétations. C'est pas un bien. L'essentiel, c'est pas le bien. Même s'il y a des moments, les médicaments mis en commun peuvent donner un sacré coup de main. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, il est dans la qualité des relations, dans la qualité des compétences ajustées, de l'agencement d'acteurs, de l'agencement des compétences, dans la façon dont les acteurs se font confiance, dans laquelle ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres pour agir. Ça devient un véritable patrimoine. Et ce patrimoine, il s'ancre territorialement. Il faut l'organiser. Une de nos missions, nous, les uns et les autres, intellectuels, chercheurs, consultants ou autres professionnels, c'est de contribuer à organiser territorialement cette dimension de patrimoine territorial qui permette de reconnaître dans les activités de travail ou les activités de non-travail cette utilité sociétale. Généralement, nous l'inscrivons dans une perspective qu'on appelle le développement durable, non pas parce que c'est du greenwashing, mais parce qu'on sent bien que dans cette dimension sociétale, on ne peut pas passer à côté des enjeux écologiques. Ce n'est pas possible de passer à côté des enjeux écologiques. On ne peut pas passer à côté de l'exacerbation des inégalités sociales, et que tout ça passe par un renouvellement de l'approche de ce qu'est l'économique et du renouvellement de la gouvernance qui est essentiel. Et vous avez les mots-clés de ce que les uns et les autres appellent le développement durable. En d'autres termes, il faut arriver à apprécier finalement le sens de ces activités dans une perspective de développement durable. Au regard de savoir si ça met en projet le développement durable. Pour être en mesure de faire ça, bien, il faut introduire des notions, je pense, nouvelles quant au travail, et surtout repérer que dans le travail, ce qui est déjà en prise avec ce mouvement-là. Alors nous, ce que nous constatons, c'est que le travail, qu'il soit dans salarié ou pas salarié, est un travail qui sollicite de plus en plus ce qu'on appelle, alors c'est un terme un tout petit peu pédant, quoi, un petit peu précieux, pas forcément pédant, mais un peu précieux, la subjectivité. Ce qu'on veut dire par là de la subjectivité, c'est que ça interpelle l'être, la personnalité de la personne. Ce qu'il y a de plus essentiel, finalement, dans ce que vous êtes les uns et les autres, parce que chacun est différent, chaque personne a une spécificité, et les conditions dans lesquelles les uns et les autres nous donnons de nous-mêmes dans ce mouvement collectif, cette subjectivité est essentielle. Elle est essentielle dans le rapport à l'autre, elle est essentielle dans la façon dont l'autre reconnaît l'utilité de ce que l'on fait, elle est essentielle pour soi-même. Or, la difficulté, c'est que cette subjectivité, dans très peu d'endroits, elle est reconnue. Cette subjectivité engagée dans l'activité,
elle manque de reconnaissance. Si on veut que les personnes s'engagent dans une dynamique d'activité qui a un sens, dans une dynamique de développement durable, il faut, premier point, reconnaître cette subjectivité. Et ça relève aussi bien des entreprises, dans le salariat, si les gens tombent malades, si les gens sont en burn-out, si les gens ont des maladies psychosomatiques, si les gens vont jusqu'au suicide, c'est parce qu'il y a un manque de reconnaissance de leur engagement, de la façon dont ils engagent leur subjectivité dans le travail. Mais quand vous faites des enquêtes, que vous intervenez auprès des collectivités territoriales, auprès des partis politiques, vous avez des suicides dans les partis politiques, vous avez des gens qui burn-out dans les partis politiques, vous avez dans les associations. Parce que la reconnaissance ne se fait pas dans le travail salarié, mais il ne se fait pas non plus ailleurs. Vous accompagnez des associations, la reconnaissance de l'engagement du travail des bénévoles n'est pas là. Le travail, la façon dont les citoyens s'engagent, le retour d'expérience, la reconnaissance de ça n'est pas au rendez-vous. Un des premiers problèmes, c'est d'installer des formes de reconnaissance de cet engagement. Et si la loi El Khomri avait été un tout petit peu intéressante, elle aurait invité les acteurs à installer ces dispositifs de reconnaissance du travail réel, encore une fois, que ce travail réel soit un travail salarié ou un travail, pour reprendre, à visée citoyenne, sociale ou domestique. Le deuxième point, à mon avis, extrêmement important, c'est que dans les activités de travail, on ne travaille jamais seul. On travaille toujours en coopération avec d'autres. Il y a des moments où on est seul, bien entendu. Des moments où on est seul, des choses qu'on a amené à faire seul, des arbitrages qu'on fait seul. Mais tout ceci se passe dans un cadre plus collectif, dans des formes plus ou moins établies de coopération avec des collègues, avec des hiérarchiques, avec même les bénéficiaires, c'est-à-dire les malins, les étudiants, les voyageurs, les bénéficiaires donc des services. Tout ceci se fait en relation avec les autres. Et derrière cet enjeu de coopération se pose quelque chose de tout à fait nouveau, qui est que nous n'engageons pas simplement des qualifications, des connaissances que nous avons apprises à l'école ou par apprentissage ou par l'expérience. Nous engageons des compétences. Nous engageons des compétences. Mais les compétences, ce n'est pas des compétences individuelles. En réalité, les compétences, c'est des dispositifs collectifs. C'est toujours situé. Quelqu'un peut être incompétent à un moment, considéré comme incompétent à un endroit. L'expression dans les entreprises est « Ah, c'est un bras cassé ». Un bras cassé, c'est parce que la personne se démerde mal où elle est. Voilà. Et puis tout d'un coup, vous la déplacez d'endroit, c'est la même, hein, la même. Elle est placée d'endroit et dans un autre cadre, dans un autre environnement, dans un autre rapport aux collègues, et tout d'un coup, elle se redéploie, active, elle trouve sa place, et tout d'un coup, elle n'est plus considérée comme incompétente, elle devient compétente. La même personne. En d'autres termes, la compétence, ce n'est pas du tout une situation liée à la personne, bien qu'il y ait une dimension individuelle. C'est bien une situation collective. Elle est située, cette question de la compétence. Cette logique de situation fait que pour pouvoir s'intégrer dans des activités, il faut mettre en place des espaces qui construisent ces compétences. C'est pour ça, d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de marché du travail, au sens... Le marché du travail, ça renvoie à l'absence de compétences. Il y a besoin de construire, et là, la loi El Khomri, elle est archaïque au sens, elle est encore extrêmement liée au passé, il y a besoin de construire des trajectoires professionnelles, des trajectoires de coopération, de telle manière que les uns et les autres trouvent dans des situations collectives, des situations où ils sont reconnus comme compétents. Mais ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en sortant de l'école, quel que soit le niveau d'études. Ça se fait dans du temps long, où ceci passe par des apprentissages collectifs et par des arbitrages qui doivent être construits collectivement. Il n'y a pas de réponse au problème de l'emploi aujourd'hui si on ne construit pas des trajectoires professionnelles et des trajectoires de coopération. Et là, on rencontre une deuxième difficulté, c'est que ces trajectoires ne peuvent pas se faire uniquement dans le cadre de l'entreprise. Un deuxième problème. On a besoin de formes de coopération avec
des organismes de formation, on a besoin d'organismes d'intermédiation, il y a besoin d'espaces à construire territorialement pour que ces trajectoires se mettent en place, mais les entreprises seules ne peuvent pas le faire. Du coup, cette espèce de face-à-face marché du travail est complètement déstabilisant, parce que c'est justement ni du côté du travail, ni du côté de l'entreprise qu'est le problème. Du côté, c'est de construire les formes de coopération. Et là, on a un autre enjeu, mais cet enjeu des compétences, il est vrai dans le salariat, mais il est vrai aussi dans les travailleurs indépendants. Il est vrai aussi pour ceux qui sont dans l'auto-entrepreneuriat. Créer son auto-entreprise, si on ne trouve pas des formes de coopération avec d'autres, si on ne stabilise pas des liens prolongés de coopération avec d'autres, si on n'instruit pas les conditions dans lesquelles on s'insère dans des compétences collectives, ça ne marche pas, l'auto-entrepreneuriat. On est renvoyé à un salariat déguisé, où on va être complètement dominé par des systèmes de demandeurs qui sont dans des conditions de sous-traitance, qui sont un salariat dégradé. Et en réalité, l'aspiration première qui était de sortir de la subordination, on le retrouve par le marché, par la loi du marché, et la subordination revient par la fenêtre alors qu'on a voulu chercher par la porte. Pour que le travail indépendant, que le travail de l'auto-entrepreneuriat puisse réussir comme une orientation potentielle de prendre de la distance avec la subordination, il faut qu'elle s'organise collectivement. Il faut que se construisent des compétences collectives, s'installent dans la durée de la coopération, s'institutionnalise cette coopération. Il y a des formes actuelles, Athémis en fait partie, recherche des nouvelles formes de coopération entre acteurs, des formes d'écosystèmes coopératifs, ce qu'on appelle des écosystèmes coopératifs. Il y a du côté, par exemple, du mouvement de l'économie sociale et solidaire par les scopes d'emploi, des tentatives qui sont des perspectives de construire des voies nouvelles. Il y a des tentatives, et qui sont pour un certain nombre de choses des tentatives heureuses. Mais vous voyez ici, le cœur de l'affaire, c'est la reconnaissance de la spécificité des enjeux qui reposent sur la question de la compétence. Et puis un troisième enjeu, j'arrêterai là juste sur la question des enjeux, qui est par exemple qui est la notion de temps. La question du temps de travail. Et un des problèmes auxquels nous sommes confrontés de manière extrêmement forte, c'est que le temps de travail n'est plus le temps sur site. Là, est-ce que nous continuons à travailler ou pas, finalement? Pour moi, oui. Vous continuez à réfléchir sur des sujets qui vous intéressent et que vous a rapatriés ensuite dans des activités qui sont celles des uns et des autres, salariés ou pas. On arrive beaucoup, c'est beaucoup plus difficile de faire aujourd'hui la différence entre le temps de travail et le temps hors travail. D'abord, nos outils comme celui-là, nos outils nomades, font qu'on emporte des activités en dehors du site. Mais l'engagement subjectif qui est le nôtre et la façon dont on réfléchit à notre travail, la façon dont on se projette dans notre travail, les ambitions qu'on mène dans le travail, les responsabilités qu'on porte dans le travail, les conditions dans lesquelles on est habité par son travail, ça ne s'arrête pas à la porte de l'usine, à la porte de l'hôpital ou à la porte de l'université. Ça continue. Vous voyez bien qu'ici, la question, c'est pas 35 heures, 32 heures, c'est des trucs de malade, ça. Qu'est-ce qu'il disait, Keynes, un asile de fou? Asile d'aliénés. Asile d'aliénés. C'est un truc de malade, ça. C'est pas du tout ça le problème. La question, c'est de réfléchir dans quelles conditions on peut réguler ce temps, mais qui va bien au-delà du site. Et de voir que ce temps, à des moments, on l'habite de manière différente, lorsqu'on est dans des processus de distanciation. Tu disais, nous les universitaires, on a de la chance parce qu'on peut prendre de la distanciation. Ben oui, on a énormément de chance. Parce qu'on a du temps pour se distancier. Ben, on prend du temps pour se distancier du travail des autres, mais pas toujours du nôtre. Mais bon. Mais il y aurait pas mal de choses à dire sur le travail des universitaires. Mais en tout cas, on prend du temps pour savoir comment les autres travaillent. Voilà. Alors en tout cas, c'est du temps de distanciation. Et c'est vrai que ce temps de distanciation est important. On pourrait dire que c'est une forme d'investissement. Dans notre jargon, on appelle ça un investissement immatériel. D'autres moments, ce temps, c'est plutôt du temps d'action. On est dans l'action, on fait ce qu'on a à faire, de production directe. Et à d'autres temps, on s'adapte aux autres, on essaie de comprendre l'autre, on s'ajuste, on régule. Vous voyez, les temps ne sont pas les mêmes. On a besoin
réguler ces temps. Mais à un moment, on fait autre chose que travailler quand même. Ah, pardon, oui. Oui. Alors, tu as raison de me rappeler alors là-dessus sur le temps. Alors, tout ceci pour dire que là, on a un troisième enjeu qui n'est absolument pas abordé par la loi El Khomri, mais qui est de renouveler la question de notre approche du temps et des espaces de discussion du temps. Alors, je vais conclure juste là-dessus. Conclure sur. C'est archaïque, oui. Mais pour que cet archaïsme soit véritablement mis en lumière, nous devons construire l'alternative. Cet archaïsme sera reconnu à la hauteur de notre capacité à créer des alternatives. 2. On ne peut construire des alternatives qu'en nous appuyant sur la réalité des mutations du travail, c'est-à-dire de la réalité des mutations des activités, comme tu l'as dit, une vision étendue de la question du travail. 3. J'ai pas eu le temps de développer, mais on va le mettre dans le débat. Pour ce faire, la question des territoires infranationaux est essentielle. Prendre conscience de la portée de ce que l'on fait, de ce que font les autres, a besoin d'une perception territorialisée, ancrée dans la proximité. Et 4, partons d'un engagement qui associe l'engagement politique général avec notre propre engagement professionnel dans notre propre profession. C'est-à-dire, et c'est ça l'ambition d'Athémis, c'est-à-dire que dans notre travail, à chacun d'entre nous, y compris nous, comme enseignants universitaires ou chercheurs, réfléchissons, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les architectes, c'est vrai pour les opérateurs, les conducteurs de métro, pour les infirmières. La façon dont nous réfléchissons dans nos arbitrages, la portée politique de ce que nous faisons. Est-ce que nous réfléchissons nous-mêmes au fait que quand nous faisons des choix dans notre travail, ces choix-là ont une portée sociétale, ont une portée sur le développement durable? Si on est en capacité de faire ça, alors on sera en capacité politique de construire une alternative plus fondée. Il n'y a pas, de notre point de vue, d'orientation possible, alternative, sans qu'il y ait un processus réflexif de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, sur la façon dont nous-mêmes, dans notre travail, nous nous engageons et que les arbitrages que nous faisons ont une portée politique, pas pour nous culpabiliser, c'est pas pour chercher à nous faire bien culpa, mais c'est pour trouver là une ressource vive, une pépite, une connaissance, une intuition, un élément du réel que nous pourrons partager alors avec les collègues ou d'autres professions, et à travers ça, on force une force irrémédiable, irréductible, transformatrice du réel. Qui veut commencer à poser les premières questions? On va en prendre quelques-unes, s'il y en a plusieurs évidemment, de façon à ce qu'on les regroupe et puis on ait un premier moment de réponse et de réaction. Alors, oui, Zoé, voilà. Oui, voilà, je voulais juste, peut-être pas revenir sur les plans techniques, mais sur un truc plus politique. J'ai lu, je crois, je ne sais plus où, j'ai essayé de me rappeler, je pense que c'est par un tweet des économistes atterrés, que l'origine de la loi travail, finalement, venait de la Commission européenne, et que c'était l'impulsion, et qu'elles essayaient de faire passer ça dans tous les pays, comme ça a été en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, et que finalement, cette loi ne serait pas vraiment la loi El Khomri, mais plutôt une loi qui viendrait de la Commission européenne. Et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est... on ne comprend pas d'où elle sort, en fait, en France, pas par un gouvernement de gauche, en fait. Je voulais savoir, je vais confirmer ou infirmer cette... ça. Merci. Je suis étudiante en économie et ma question s'adresse à vous deux. Vous avez tous les deux parlé du salariat et des autres formes d'emploi. Vous avez aussi parlé de la volonté des jeunes de travailler à leur propre compte et d'échapper à la subordination, à la relation de subordination. Et donc, à votre avis, où est-ce que ça va aller, ces nouvelles formes d'emploi qui ne sont pas le salarié? Quel futur pour elles et quels inconvénients y voyez-vous? Parce que vous avez, Monsieur Dutertre, parlé de salariat déguisé à un moment. Voilà. Yves Buxenschütz, retraité et auparavant grand Satan, puisque j'ai été directeur général d'Evian ou de Blédina, par exemple. Enfin, j'ai fait toute ma carrière chez Danone. Donc je suis un industriel.
Alors j'ai l'impression de débarquer un peu sur une autre planète. J'aurais évidemment beaucoup de choses à dire. Il y en a tout de même deux que je voudrais souligner. La première, c'est que vous n'avez parlé, en particulier le premier orateur, vous n'avez pas parlé de mondialisation. Keynes, très bien, tant que vous êtes dans un territoire où les entreprises sont dans des règles du jeu qui sont communes. À partir du moment où vous faites sauter non seulement toutes les barrières douanières, mais toutes les barrières de transport, toutes les barrières de communication pour d'autres raisons de productivité, l'entrepreneur que je suis n'a que deux solutions pour vendre. Ou je vends à la qualité, et vous avez dit que vous étiez un spécialiste de l'économie compétitive, ou je vends au prix. Ayant été patron d'Évian, je peux dire que vendre de la qualité, je sais ce que c'est. D'accord? J'appelle ça... non, je ne vais pas vous donner les trucs d'Évian, c'est autre chose à foutre. Enfin, c'est faisable, mais tout de même, ça demande, pour rejoindre une petite remarque de mon ami Christian, ça demande des alchimistes assez particuliers et souvent assez exceptionnels. C'est que tout le monde n'est pas capable de faire Microsoft, BMW, Evian, que je suis loin d'avoir fait tout seul. J'ai capitalisé sur quelque chose qui avait été fait par 40 ou 50 ans de boulot de type. Et le reste du temps, vous vous vendez au prix. Si vous êtes structurellement plus cher, parce que vous avez collé des pierres et des cailloux et des trucs sur le dos des gens qui bossent, eh bien vous ne vendez pas. C'est aussi con que ça, si vous voulez. Et aujourd'hui, la loi El Khomri, à mon idée, elle est venue pour essayer de desserrer les freins d'une voiture qu'on essaye désespérément de faire démarrer. Mais on a mis tellement de freins dessus que, si vous voulez, elle ne démarre plus en France. Bon, après ça, on a négocié dans tous les sens. On a fait des concessions pour essayer de faire passer la loi. Au bout du bout, il y a eu tellement de discussions qu'on a gardé les concessions, y compris le CPA devenu tout creux, et puis qu'on a enlevé tous les desserrages de freins possibles et imaginables, et on se retrouve avec un truc bizarroïde, dont personne ne sait plus par quel bout le prendre, et au passage, une CGT qui a peut-être pas très bien digéré les augmentations électorales qu'on vient de voir se passer et les cadeaux électoraux qu'on vient de voir venir là depuis 6 mois allègrement. Donc Anne Jourdan du cabinet Syndex. Alors moi j'avais une question en fait. Je partage complètement l'idée que pour avoir une critique qui porte et qui soit utile, il faut dessiner des perspectives. Et de mon point de vue d'intervenante, il faut également avoir des expérimentations. Voilà. Après, alors j'avais plus de questions. Par contre, j'ai des questions sur. Je comprends aussi tout à fait l'intérêt de construire des choses au niveau du territoire et en particulier pour le travail en dehors de l'entreprise. Par contre, je vois moins comment, et c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler, mais on a du mal pour l'instant. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. En fait, au sein du cabinet Syndex, on a travaillé sur finalement changer le regard sur le travail à l'intérieur de l'entreprise. Et en faire quelque chose qui soit valorisé pour défendre l'emploi. En fait, plus concrètement, on a développé une méthodologie d'intervention depuis 5-6 ans qui consiste à intervenir sur des sites qui sont menacés de fermeture et à mettre tous les acteurs autour de la table, donc direction, syndicats, et à partir d'une analyse des compétences des collectifs de travail, donc sur la base du travail réel, de trouver des arguments pour attirer sur le site des nouvelles activités. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui existe depuis
2009-2010. Le premier cas, ça a été Bosch-Vénitieux. Il y a eu une quinzaine d'interventions depuis qui ont la plupart du temps produit des choses. Alors je dis la plupart du temps parce que généralement ce que ça produit le plus facilement c'est que le site se remobilise collectivement autour de cette question d'activité et trouve des nouvelles activités au sein de son groupe d'appartenance. Voilà, et donc voilà, la question que j'avais c'est que ces exemples-là, en fait c'est des exemples où finalement ce qui a permis à un moment donné de faire que tous les acteurs se rassemblent et travaillent ensemble autour de l'objectif de redonner des perspectives au site, c'est finalement qu'il y avait une situation d'urgence et que sinon le site allait fermer. Et que quelque part, à ce moment-là, on n'était pas sûr que ça allait marcher, bien sûr, mais en même temps, il n'y avait plus rien à perdre. Et je pense que cet élément-là, alors après, il y a ce qu'on a appris par l'expérience, il y a la qualité des dialogues qu'on puisse développer, il y a la chance peut-être aussi parfois, parce que simplement il y avait un type de dialogue social sur ce site qui faisait que les gens en parlaient, qui faisait que finalement il y avait des idées de nouvelles activités qui venaient. Mais voilà, il y avait quand même cette question de degré d'urgence. Et en fait, en 2014 est sortie la loi Florange, qui est une loi qui oblige une direction d'entreprise qui va fermer un site à essayer d'abord de le revendre, donc pour éviter la fermeture. Et en fait, pour l'instant, ce qu'on observe quand même sur ces cas-là, on a essayé d'intervenir avec la même méthodologie d'intervention, donc voilà, à partir du travail réel, etc. En fait, ça fonctionne moins bien, en fait. Et du coup, genre juste, je conclue juste, la question c'est du coup, voilà, moi j'ai ça en tête, comment ça peut marcher sur un site, et je vois mal comment transposer ça au niveau des territoires alors que ça me paraît effectivement essentiel. Bon, d'abord, sur l'histoire de la loi travail et de l'Union européenne, je ne pense pas que la loi travail fasse pleurer l'Union européenne. Hein. Je ne pense pas ça. Hein. Je pense qu'ils sont ravis, parce que ça va dans le sens des recommandations, qui est que il n'y a plus de politique budgétaire possible. La politique monétaire, c'est la Banque centrale. La seule chose que peuvent faire les États, c'est l'ajustement structurel, c'est-à-dire baisser le coût du travail. Donc, voilà. Néanmoins, ayant dit ceci, ça serait vraiment une escroquerie d'essayer de faire croire que c'est l'Union européenne qui a dicté au gouvernement français de faire ça plutôt qu'autre chose. Ça serait vraiment honteux d'essayer de faire croire ça. Parce que, comment dire, en même temps qu'on fait la loi travail en France, par exemple, hein, j'y reviendrai, en Allemagne, on introduit un SMIG, alors qu'il n'y en avait pas. Hein, et les augmentations de salaire sont entre 3 et 5% depuis 3 ans. C'est l'Union européenne qui a demandé ça. Tout d'un coup, là, il n'y en a plus d'Union européenne. Vous voyez? Donc, il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire, il faut arrêter. On peut être pro-européen, anti-européen, il y a toutes les raisons, hein, je veux dire, c'est très légitime. Mais il faut arrêter de faire de l'Union européenne le démiurge de choix politiques qui correspondent en fait à des convictions d'une partie de la classe politique française. Regardez Valls. Vous croyez qu'il a besoin de l'Union européenne? Hein? Alors, moi, je vais vous parler clair. Il joue un jeu extrêmement clair, politique, de casser la gauche et le Parti socialiste comme il est, parce que la gauche et le Parti socialiste comme ils sont, il n'a aucune chance. Donc, il s'arc-boute, il cherche la casse. C'est très clair, ça. C'est très clair. Et l'Union européenne n'a pas besoin de lui souffler quoi que ce soit à l'oreille. Il n'arrête pas de dire il y a deux gauches irréconciliables, il faut aller au casse-pipe, il faut se débarrasser de la gauche qui n'est pas ce qu'il appelle la gauche du gouvernement, c'est-à-dire la gauche libérale. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de l'Union européenne pour ça. Donc, vous voyez, je m'énerve un peu parce que je trouve que ils sont bien gentils, mais ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Voilà. Même si, je répète, ça va tout à fait dans le sens de ce que l'Union européenne, comme elle est constituée aujourd'hui, souhaite, bien sûr. Bien. Ça, c'est un premier point. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Ils n'ont pas besoin de ça. Et le petit Macron, hein, qui passe derrière les arbitrages pour rajouter des choses dans la loi au tout dernier moment,
C'est l'Union européenne, ça? Non, bien sûr que non. Bien. Ok. Donc, que ça soit bien clair, quoi. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Non, parce que c'est très énervant de dire ah, c'est l'Union européenne qui tient la plume du social-libéralisme en France. Non. Valls, il a besoin de personne pour être social-libéral. Personne. Bon. Ça, c'est un premier point. Alors, deuxièmement, sur la question du... Là, je vais passer vite sur la question oui, c'est ça, de l'emploi non salarié, hein, de la création de ces initiatives autour de l'auto-entrepreneuriat, etc. J'en profite pour en surajouter, si je peux dire, par rapport à ce qu'a dit Christian, en ce qui concerne un certain nombre de CAE, les coopératives d'activité et d'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de Coopanam, hein, mais je vous invite très très vivement à les regarder, hein, parce que c'est absolument formidable ce qu'ils font. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des auto-entrepreneurs, hein, ils leur assurent toute une partie de socialisation, d'activité collective, de formation, d'appui sur des compétences connexes au sein de Coopanam, et au fur et à mesure que les gens ramènent du revenu, ils les salarient. Hein. Je veux dire, ils se salarient eux-mêmes, mais ils assurent tous les lissages, ils assurent la gestion avec les systèmes de sécurité sociale, etc. Donc voilà, ça c'est une des formes que ça peut prendre. Mais en tout cas, il n'y aura pas de développement de masse, si je peux dire, hein, de l'auto-entrepreneuriat, de toutes ces formes-là, s'il n'y a pas une série d'organisations intermédiaires, hein, qui font l'interface, qui se développent en même temps. Voilà, donc je suis parfaitement d'accord avec ça. Des organismes de formation, des organismes de conseil juridique, des organismes financiers, hein, qui soient dédiés aux auto-entrepreneurs et qui les aident, des organismes assurantiels. Je vais vous donner un exemple très précis, hein, puisque je travaille sur les communs. La Maïf, par exemple, hein, ils ont élu un certain nombre d'entreprises de covoiturage, alors pas Blablacar, hein, des entreprises plus petites, etc. Bien, et pour assurer les aider, hein, à se promouvoir, ils disent, nous, Maïf, on assure le transport des passagers, quoi qu'il arrive, et on assure le transport des marchandises. Et donc ça donne une espèce de caution, hein, et de garantie à la qualité du service. Et voilà, ça permet à ces plateformes de se développer dans de meilleures conditions que si le type qui va sur la plateforme et qu'il a un accident, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas quelle est la couverture sociale du chauffeur, hein, par exemple, hein, ou la couverture sociale. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est pas forcément en plus un organisme public là, c'est la Maïf. Hein. Ceci pour dire à mes amis mutualistes que s'ils veulent bien bouger, ils ont un rôle à remplir. Hein. Ils ont un rôle à remplir. Bon, voilà. Donc, je réponds à votre question. Ça dépend, hein, de tout ce travail d'interface. Troisièmement, puis je ne répondrai pas sur les territoires parce que je pense que Christian est plus à même que moi de le faire. Par rapport à votre remarque, monsieur, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Moi, ce que j'appelle la compétitivité qualité, ce n'est pas les Ferrari, hein, ce n'est pas les hauts de gamme. Hein, c'est pas les hauts de gamme. Hein. J'appelle compétitivité qualité Swatch. C'est-à-dire... Ah oui, oui. Eh bien ça, non, ça, il ne faut pas me dire que c'est en dehors de la portée des entreprises françaises. Il ne faut pas me dire ça, parce que ça, je ne le croirais pas. Vous voyez? Ça veut dire que... Non, j'insiste beaucoup sur ça. J'insiste beaucoup sur ça. Il y a un certain nombre de produits qui sont des produits haut de gamme, etc. Et effectivement, ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. On est tous d'accord. Mais assurer de la qualité à tous les niveaux de la gamme, hein, s'appuyer là-dessus pour faire ça, sur la compétence, l'activité, la mobilisation des savoir-faire, des salariés, des sous-traitants, etc. Ça, c'est vraiment un choix d'orientation qu'on prend ou qu'on ne prend pas. On prend ou qu'on ne prend pas. Et, comment dire, je comprends bien hein, la question des coûts, hein, je suis économiste, je ne suis pas stupide, etc. Mais quand on est un pays comme la France, on va toujours trouver moins cher que soi. Hein. Toujours. Hein. Aujourd'hui, c'est le Vietnam, demain, ça sera, je ne sais pas qui, Bornéo, après, ça sera Java, après, ça sera le Tchad, j'en sais rien. Voilà. Donc, il n'y a pas de voix de ce côté-là. Il n'y a pas de voix. Je suis très ferme là-dessus. Hein. Je suis très ferme. Il n'y a pas de voix du côté de l'abaissement des coûts en travail quand on est la France. Hein. La seule voie possible, c'est de faire payer le travail à sa valeur. Voilà. Et donc, de s'orienter, y compris dans les cascades de sous-traitance, etc. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais moi, je suis allé voir M. Hayek quand il a lancé
la Swatch. D'accord? Et vous savez comment, je vais quand même vous le dire très vite, comment il a lancé la Swatch. C'était l'époque où les Taïwanais, les Japonais, etc., avec leur camelote à bas coût, inondaient l'Europe. Vous avez connu ça, je l'ai connu aussi. Il n'y avait que ça dans toutes les... etc. Bien. Eh bien, il a fabriqué ce truc qui s'appelle la Swatch, parce que le gros avantage, c'était qu'ils avaient des microprocesseurs. Hein, et que ce n'étaient pas des garde-temps mécaniques. Micromécanique, c'est ça qui coûtait cher. Des microprocesseurs, moi, je sais faire, moi. Donc, il a fait la Swatch, hein, voilà, avec des microprocesseurs, et il l'a mise en vente dans 3 supermarchés, dans des chaînes de supermarchés, dans le nord-est américain. D'accord? Et sur une, il a écrit Made in Taiwan. D'accord? Et il la vendait, je ne sais pas combien, on va dire 30 €. Bien. Sur l'autre, il a écrit Made in Japan. Et il la vendait 35 €. Et sur l'autre, il a marqué Swiss Made. C'était les mêmes. Hein, il la vendait 40 €. Et il a attendu. Et au bout de 6 mois, 80% des ventes, c'était Swiss Made, à 40 €. À ce moment-là, il a dit, OK, alors maintenant, moi je fais la Swatch, parce que ce n'est pas les Taïwanais qui vont m'apprendre à faire des montres. À partir du moment où les citoyens du monde, pour avoir la garantie de la qualité suisse, ils sont prêts à payer 5 ou 10 € de plus, je vais leur faire des Swatch. C'est le seul cas, à ma connaissance, hein, dans lequel l'invasion de la pacotille asiatique a reculé. Non, il n'y en a pas d'autres, pas à ma connaissance. Bon, alors tant mieux. Tant mieux, mais si vous voulez, simplement ce que je veux dire, je finis. Simplement ce que je veux dire, c'est que la question des coûts, ça existe. Mais les coûts en travail aujourd'hui, par exemple dans l'industrie automobile, c'est 25% du coût du produit. 75%, c'est pas du travail. Donc il y a plein d'économies à faire. Ah si, non, parler... oui. Comment ? Vous achetez un siège chez Valeo. Bien sûr. Bon, écoutez, je dis simplement que voilà, la compétition au travail, on a perdu. C'est même pas la peine de la mener, on a perdu. Donc la seule compétition, c'est l'autre. Alors, je vais reprendre et rebondir sur la discussion de deux manières. En essayant d'articuler les questions que vous avez posées, et du coup en continuant finalement des éléments introduits par Benjamin. La question de la subordination, il faut aussi comprendre ce qu'elle a en contrepoint. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de la subordination, parce que derrière cette acceptation de la subordination, il y a malgré tout une forme de garantie, oui, bien sûr, de stabilité dans l'emploi et dans le salaire, dans le revenu. Et cette contrepartie, elle se fait à ce propos. Quand on retombe dans des situations où en dehors de quand on est dans l'auto-entrepreneuriat et que on perd cette garantie, on est amené à essayer de la retrouver. On ne veut pas vivre dans un aléatoire quotidien. Quelquefois, on peut se permettre quand on est très jeune, mais après, assez rapidement, on n'y arrive pas. Et donc, le problème, c'est comment échapper à cet aléatoire de la quotidienneté, du temps très court. Il y a deux manières d'y échapper. Soit on arrive à retisser des relations de coopération, notamment territoriales, qui restabilisent dans le temps des relations entre plusieurs personnes qui produisent, et à travers la qualité de cette coopération, donnent lieu à des produits ou à des services de qualité reconnus comme tels et qui stabilisent une certaine vente. Soit on n'est pas en capacité parce qu'on est trop seul, et alors à ce moment-là, on va accepter de se mettre en dépendance vis-à-vis d'un donneur d'ordre, et alors on rétablit de fait une relation de quasi-salariat, mais en fait un salariat dégradé, parce qu'on va accepter des conditions d'intensité du travail, on va accepter des normes de qualité, on va accepter une temporalité, une intensité du travail, encore une fois, qui est pire que le salariat. Donc, quant à l'avenir de cette orientation-là, elle va dépendre, il n'y a pas d'avenir affiché aujourd'hui, ça va dépendre des capacités de coopération ou non
des gens qui sont aujourd'hui, qui s'engagent individuellement, mais s'ils restent individuels, s'ils restent dans leur solitude, ils n'échapperont pas au quasi-salariat. Le deuxième aspect de l'affaire, c'est que cette dictature du court terme, elle provient aussi du mode de consommation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'une dictature des entreprises, on va dire, financiarisées. Elle est aussi une façon dont on consomme aussi, dans la façon dont on zappe. Nous-mêmes, on change tout le temps. Ceci, cela. L'achat de nos aliments, on passe d'un fournisseur à un autre, de fait, comme consommateur. Pour échapper à ça, il faut trouver une forme de relation qui ne soit plus des relations de marchands classiques. Il faut sortir du marché. Il faut trouver des formes d'engagement, des relations partenariales qui représentent des engagements du côté des producteurs comme du côté des consommateurs ou des bénéficiaires de services. Je prends aujourd'hui la crise de l'alimentaire. Ceux qui produisent des poulets de très très basse qualité ou des... Ils sont morts, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir, confrontés à la compétitivité internationale, aux globalisations, et qui, effectivement, meurent, y compris en réduisant les coûts. Ils n'y arrivent pas, parce qu'ils trouvent toujours quelqu'un de moins cher. Mais ils n'arrivent pas non plus à s'en sortir parce que les consommateurs zappent et acceptent de passer à la consommation de poulets de très mauvaise qualité qui vient d'ailleurs. Donc il y a un problème du côté de la consommation. Il ne faut pas croire que c'est que du côté de la production. Et ici, il y a un problème. Il faut arriver à trouver des formes, par exemple dans l'alimentaire, où on arrive à engager, alors, dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, des nouveaux modèles économiques qui représentent des engagements du point de vue de ceux qui produisent. Là, je sors encore c'était vendredi dernier, c'était magnifique, dans le nord de la France, près de Calais, la région d'Ordwick, je ne sais pas si vous connaissez, mais d'un écopole alimentaire durable, dans lequel il y a tout un mouvement de production de maraîchers, mais derrière ce maraîchage de qualité, durable, bio, qui en plus s'appuie sur des logiques d'insertion, donc il y a une dimension sociale évidente et de solidarité, ils ont trouvé en face des ménages qui s'engagent à leur acheter dans le long terme des paniers, et qui n'achètent... Alors, ouais, les AMAP, bon, ouais, de type AMAP, on va dire, de type AMAP, voilà, on va sans rentrer trop dans le détail, de type AMAP, mais donc qui représentent un engagement du côté des maraîchers à faire du bio, de la qualité, ce que tu appelles la qualité, mais cette qualité avec une perspective de développement durable, une qualité qui a aussi des perspectives de santé, qui a aussi une perspective, la qualité qui a aussi une perspective culturelle, qui est une qualité aussi de solidarité. Et cette qualité, vous voyez, multiple, multidimensionnelle, je l'appelle multifonctionnelle, elle est reprise par des habitants qui s'engagent vis-à-vis de ces maraîchers à dépenser sur 1, 2, 3 ans une somme qu'ils sont capables d'évaluer. Et donc d'assurer une stabilité des échanges. C'est la sortie de la logique de marché. Il n'y a pas de voie si on reste enfermé dans le marché. Et c'est vrai aussi pour les grands groupes. Je comprends très bien ce que tu disais, Luc, c'est-à-dire que effectivement la pression du prix peut être extrêmement forte. Mais se laisser dicter cette question de prix est une impasse. Je la comprends. Oui, non, mais je n'ai pas dit que tu étais en désaccord là. Moi, je continue à construire le raisonnement. Je ne présente pas comme un désaccord, je présente comme j'avance sur les questions qui sont posées. C'est-à-dire que, effectivement, si on est dans la globalisation, elle nous met en face, elle nous présente des marchés avec des systèmes sociaux qui n'ont rien à voir, du coup des coûts du travail qui n'ont strictement rien à voir, et cette confrontation fait que ceux qui viennent des pays comme les nôtres sont toujours perdants dans ce processus. Alors que de temps en temps, on arrive à tenir la question de la qualité, comme tu l'expliques, de temps en temps, soit parce que Évian, derrière, il y a à la fois un territoire très particulier qui donne une image de marque, un territoire exceptionnel qui arrive à être valorisé dans un monde pas forcément luxueux, mais qui est un monde, malgré tout, qui donne une prime, ce qu'on appelle une rente, et qui permet alors de sortir de la logique de simple coût et de la pression par les prix. D'autres sont des astucieux par la swatch. Il y a quelques réussites de ce type-là, mais dans l'ensemble, ça ne fonctionne pas. Il faut sortir de la logique de marché. Il faut rentrer dans des logiques de services. Les services
à ce moment-là, la qualité des services stabilise les relations entre les bénéficiaires et les entreprises, et c'est cette stabilité fondée sur des engagements réciproques qui permet de nous sortir de la pression actuelle par les coûts et la déréglementation, toujours en cascade, toujours dégradante des situations de travail. C'est ce que nous appelons l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est la voie de service. C'est une orientation extrêmement importante. Ça donne des résultats extraordinaires. Hein. Je vais vous donner une anecdote. Une entreprise que nous suivons, j'en ai déjà parlé ici, dans d'autres moments de conférences, une entreprise d'un centre d'appel. Vous voyez, les centres d'appel, la concurrence qu'il y a entre les centres d'appel. Vous voyez le caractère plus ou moins banal, oui, allô, machin, voilà. Bon, la mise en relation. C'est un centre d'appel auprès des médecins, qui fait les agendas des médecins, dans le nord de la France encore, parce qu'on travaille beaucoup avec le nord de la France. Ce centre d'appel, au lieu de continuer la dégradation par des services unitaires de concurrence, voire se déstabiliser en allant vers le Maroc ou d'autres endroits de langue française, mais en même temps avec un coût salarial qui dure, décidé de rester. D'ailleurs, c'est amusant, c'est un Marocain qui dirige ça. Il a décidé, ouais, c'est un Marocain né en France, il décide de rester dans plus du 20e arrondissement, immigré dans le nord du 20e vers le nord. Et qui a décidé de rester. Mais à ce moment-là, qu'il a resté comment? Il est resté en disant, nous, notre service, on veut lui apporter de la valeur. C'est-à-dire que les médecins, on va pas seulement mettre en relation le patient et les médecins et bourrer les agendas des médecins, on va s'intéresser à la santé des médecins. On va s'intéresser au fait que les médecins ont besoin pour s'installer, de se préparer collectivement pour prendre des vacances, pour prendre des repos, pour véritablement avoir à des moments des vrais week-ends familiaux, réadapter une vie familiale. Quand on est médecin généraliste dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le bassin minier, on se couche à 11h du soir, on se lève à 6h du matin. C'est pas tenable. Quand vous avez tout d'un coup un centre d'appel qui dit « Monsieur, on va discuter de ça, on va alléger, on va comprendre, on va mieux interpréter aussi le contenu des appels. Peut-être que cet appel-là, il est plus simple, c'est juste un certificat pour aller faire du sport. Celui-là, il est plus complexe, vous avez besoin de plus de temps. Et on discute ensemble, et on régule les agendas, et on fait en sorte qu'ensuite, on trouve des formes d'organisation dans les territoires, de l'activité des médecins pour que les médecins puissent prendre du repos, qu'on organise les spécialistes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, trouver un ophtalmo ou rien du tout. Donc on fait venir de Paris des ophtalmos pour organiser les séances particulières avec les spécialistes. On se donne tout d'un coup une mission. Le centre appel qui te donne une mission de santé publique, une entreprise privée, une SARL à capital tout à fait classique, qui donne une mission de service public. Là, on rentre dans de l'activité qui a un sens citoyen. Là, on rentre dans une activité qui a véritablement une portée de développement durable. Mais on n'est plus dans la logique industrielle. On n'est plus dans une logique où le service est à quasi bien, banalisé, standardisé, où on recherche la réduction de coûts à outrance. Là, on est dans une situation où on reconnaît le travail des standardistes, on enrichit ce travail, on crée des relations de confiance avec les médecins, on crée des relations de confiance avec les spécialistes, on sort, on donne une nouvelle perspective économique et territoriale à cette dynamique-là. Et cette dynamique-là, elle est porteuse d'un autre travail, d'une reconnaissance du travail, et d'une autre perspective en matière de relations professionnelles. C'est ça, de mon point de vue, la vraie réponse aux enjeux des contraintes de globalisation. Il n'y a pas de perspective industrielle industrialisante. Il n'y a de perspective industrielle qu'inscrite dans une logique de service. Il y a un avenir de notre industrie en France que si l'industrie se pose la question de en quoi je rends service. En d'autres termes, on ne va pas se vendre des biens simplement, il faut faire en sorte que ces biens s'associent à des services, soient réfléchis dans une dynamique de service. À partir du moment où on arrive à faire de l'entreprise industrielle une entreprise qui s'inscrit dans une logique de service, on va être en capacité de les stabiliser sur le plan territorial et de sortir de cette logique d'emploi, de cette pression de la perte de l'emploi. Ce qui veut dire que par rapport aux expressions de l'expérience du cabinet Syndex, moi je partage complètement l'idée qu'il faut avoir des idées et qu'il faut avoir surtout des expérimentations. Et que la question de l'expérience du travail réel est une ressource de connaissances tout à fait importante et très sérieuse. En même temps, la limite, c'est-à-dire que le travail réel et la reconnaissance de ce travail réel, la reconnaissance de l'expérience, l'identification de la spécificité de l'expérience est fondamentale. C'est la pépite. Mais en même temps, il faut lui donner une perspective. C'est-à-dire, et la perspective, c'est le changement de modèle économique. Si on n'arrive pas, à travers la reconnaissance du travail, de la force de cette expérience du travail,
à la mettre dans un mouvement qui est une autre perspective économique, un autre modèle économique, à la fois entrepreneurial et un autre modèle économique de développement territorial, alors on enferme le travail réel dans l'impuissance. Toute la question, c'est l'articulation de la reconnaissance de ce travail réel avec une nouvelle perspective économique et aussi une nouvelle perspective politique, pas au sens politicien du terme, mais du jeu d'acteurs et de l'articulation des acteurs sur un plan territorial. Et là, on rentre sur un troisième niveau de question, le fait que nous avons besoin, et je vous invite d'ailleurs à rejoindre l'association auquel nous avons contribué, dont la création était liée, nous avons contribué à sa création, qui s'appelle l'association Travail et Politique. C'est une réflexion d'un certain nombre de personnes qui veulent faire avancer un autre rapport entre le travail et la politique, parce qu'il y a besoin de tracer des perspectives politiques territorialisées qui se fondent sur l'expérience du travail réel. En d'autres termes, il faut reconnaître le travail réel, l'identifier, regarder sa puissance créatrice, et en même temps la mettre dans une perspective économique et politique renouvelée. La personne dont on a parlé tout à l'heure, le fameux Marocain qui, à la différence des autres, crée ses entreprises en France, elle est sur le site de TSST, Travail, Santé, Société, Territoire, et cette personne est intervenue dans ce colloque, a expliqué ce que Christian a rapporté, et si vous y allez, vous verrez, avec la verve de la personne, toute la richesse de cette expérience. Je voudrais juste insister sur un point, revenir sur la question des auto-entrepreneurs et je dirais du piège qui peut arriver lorsque ça se développe sur un mode qui n'arrive pas à attraper un effet de réseau, des effets d'alliance, une dynamique finalement de type sociétal, dans une démarche qui est au départ inspirée par une problématique plutôt individuelle. Cette question-là, on la rencontre pas simplement sur les auto-entrepreneurs stricto sensu, mais on la rencontre dans les entreprises, auprès de salariés, qui sont mis dans une posture finalement d'auto-exploitant de leur propre activité, et à qui il est demandé finalement de s'engager dans leur entreprise, dans l'entreprise, presque pour leur compte. Et là, on rencontre ce que peut appeler le piège de l'illimité, le risque de l'illimité, c'est-à-dire d'une organisation qui fait passer pour moderne, et on renvoie à ce que disait Christian tout à l'heure, l'apparent archaïsme de son inverse, mais qui fait passer pour moderne la disparition des références, la disparition de la limite, le jusqu'au bout que tu peux, chacun devenant une espèce dans une posture autoréférentielle, seul juge de jusqu'où il peut aller, et donc toujours susceptible de se voir reprocher d'avoir arrêté trop tôt du point de vue de ce que l'entreprise en attend. Un processus finalement qui se présente sous l'angle d'une culture de l'individu, d'une capacité des personnes d'y aller pour leur compte, désolidarisant toutes les relations du collectif, organisant la mise en compétition des personnes, ce qui est d'ailleurs soutenu par ailleurs par un mode de l'évaluation qui atomise justement l'imputation de l'efficacité, et dans cette dynamique de l'illimité, des effets d'épuisement, et qui ont véritablement des conséquences mortifères, non seulement du point de vue de la dimension de la société, mais quelquefois y compris pour eux-mêmes. On est là dans une instrumentalisation de la subjectivité, avec finalement une espèce de répression du sujet de sa subjectivité, et quelque chose qui est réellement mortifère. Autrement, il faut faire attention qu'une dynamique individualiste, qui se donne toutes les apparences de la liberté, mais dans une disposition, on pourrait dire, d'individu sans société, et qui se valorise comme individu par le fait justement d'être en rupture de toute appartenance. Comme on dirait, ils y vont pour leurs pommes. Et qui se trouve confronté, du fait de cette illimité-là, dans une aspiration qui est réellement plombante. Ce que ça raconte à l'inverse, c'est que ce qui est moderne, ce qui est l'enjeu de nos propres pratiques, c'est de remettre de la limite, de remettre de la référence, de remettre de la norme, pas d'une manière évidemment discrétionnaire et qui viendra de nous, sur la base d'une dynamique capable de les élaborer, c'est-à-dire de remettre de l'institution. Nous sommes dans les entreprises sur un problème de déficit institutionnel qui peut se doubler à travers les dispositifs de type El Khomri pour faire court, dans une dynamique de désinstitutionnalisation également de l'organisation générale. C'est l'inverse
qui nous intéresse. Et ceci non pas pour créer de la contrainte, mais pour, en mettant de la règle et de la norme, créer de la limite, c'est-à-dire du cadre, et donc de la possibilité, dans le cadre, d'aventurer des possibilités créatrices. Ça, c'est notre affaire. Et c'est ça que renvoie le concept même d'activité, la position de la subjectivité, qui a besoin de la norme. Il n'y a pas de vie sans normes, il y a des normes de vie. Et c'est celle-là que, dans l'activité, il faut savoir objectiver, soutenir, installer. Ce que nous pouvons trouver de dramatique dans les dispositions qui se mettent en place, c'est une pensée folle qui se croit affranchie de toute référence, de toute limite, et à partir de là, littéralement, je dirais, dévastatrice, quoi. C'est pas facile de le dire, parce qu'on est dans un moment où dire ça, ça apparaît précisément réactionnaire, conservateur, etc. Il faut avoir le goût de conserver cette qualité-là. Et ça, je crois, pour les gens qui participent de la dynamique du travail, qui renvoient aux sciences du travail, c'est une question absolument structurante. On sait ça, on sait le dire, on doit savoir le prouver dans les dispositifs qu'il s'agit de fait d'expérimenter dans les conditions de bien application, mais il ne faut pas lâcher ça. Alors, peut-être, dernier tour, ici. Dominique Deloche, coach-auteur. Une question en deux parties pour Christian Dutertre. Je partage tout à fait effectivement votre point de vue à la fois sur les compétences et sur la dimension sociale du travail. Je suis interpellé sur, de mon point de vue, deux archaïsmes qui sont peut-être encore plus dangereux que l'archaïsme dans la loi économie, parce qu'il y en a un qui est institutionnellement parfaitement adapté et partagé suite à l'ANI, et l'autre, c'est sociétalement, là aussi, complètement établi, et qui viennent en contradiction avec ce que vous évoquiez. Le premier, c'est effectivement par rapport à la notion de compétence. Je suis d'accord avec la subjectivité et l'aspect, effectivement, de la reconnaissance collective. Sauf qu'aujourd'hui, institutionnellement, on est dans la disparition de la notion de compétence au profit de la notion d'aptitude sanctionnée par un diplôme. Tout le dispositif de l'ANI, sur lequel, effectivement, tout le monde se met parfaitement d'accord sur ce sujet, exite la reconnaissance subjective et collective que vous évoquez, puisque de toute façon, la reconnaissance est institutionnelle, et sur d'autres critères que les critères de compétence. Deuxième aspect, et rapide sur l'aspect sociétal de ce que vous évoquez, je vais citer mon ami et votre collègue économiste de la globalisation, Michel-Henri Boucher, qui dit, je trouve dans un raccourci très juste, la globalisation, c'est le consommateur l'adore et le travailleur la redoute, sauf que c'est le même individu. Et donc là, on tombe sur un autre archaïsme qui est le nôtre et qui est parfaitement établi. Je m'adresse à Benjamin, tout d'abord sur ce débat autour de la question de la compétitivité par le coût, hein, qui enferme tous les acteurs d'ailleurs. Hein. Cette logique-là, elle est infernale parce qu'elle enferme tous les acteurs dans une logique défensive et pas du tout offensive. Hein. Et c'est ça vraiment, je pense qu'elle a été largement partagée. Et en particulier, Benjamin, tu avais, quand tu t'intéressais au travail, en particulier notamment à l'organisation du travail, comme ça a été rappelé, tu avais montré aussi les sources de richesse, les sources de valeur que pouvait procurer l'évolution de l'organisation du travail elle-même. Là, d'une certaine mesure, je voudrais que tu refasses le pont avec ce que tu as dit tout à l'heure sur la compétitivité par la qualité. Au fond, avec ton exemple de Swatch, tu as plus parlé de la compétitivité grâce à l'investissement marketing, à la conception. Ce qui aurait été aussi intéressant, c'est qu'il y a derrière ça de l'évolution du travail aussi. Et moi, j'ai été confronté à des organisations très rigides dans leur organisation du travail, qui ne mettaient pas du tout en valeur les capacités individuelles ou collectives, qui au contraire les enfermaient, mais qui étaient aussi l'objet que les salariés défendaient, s'arc-boutaient sur elles. Donc il y avait, par l'analyse de la défense par les prix, on avait aussi, d'une certaine mesure, un conservatisme de tout le monde. Voilà ce que je voulais développer. Alors c'est plutôt un témoignage, j'ai peut-être une question. Moi je suis du milieu agricole, je suis de la MSA, préventeur,
Et témoigner de ce qu'on constate dans le milieu agricole aujourd'hui sur la crise laitière, c'est vrai qu'on a des personnes indépendantes qui normalement sont comme des auto-entrepreneurs, je dirais, et ils sont liés sur des contrats de plusieurs années avec des entreprises qui collectent le lait et en n'ayant aucune garantie du prix, en fait. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc du coup, ils sont comme pieds et mains liés, en fin de compte, à un collecteur qui, s'ils veulent le quitter pour aller vers un autre système, et je pense qu'il y a d'autres systèmes possibles, eh ben, sont un peu les parias et personne d'autre ne leur prendra leur lait. Donc ils sont vraiment liés à ces collecteurs et en même temps, le prix fluctue et ils n'ont aucune influence évidemment sur ce prix, le prix aujourd'hui du lait et le prix d'il y a plusieurs 10 ans, voire plus, c'est-à-dire il est très très bas. Et donc c'est une course en fait aujourd'hui à la production, donc en fin de compte ils augmentent le cheptel pour pouvoir continuer quand même à survivre, sauf qu'ils s'enferment dans un cycle infernal où là en termes de conditions de travail, en termes de charge de travail, de charge mentale, ça devient mortifère, on peut le dire. Et comment en fin de compte, alors c'est vrai qu'il y a des systèmes qui fonctionnent bien, notamment sur des zones à AOC, sur des zones en fin de compte où il y a, comme dans le comté, mais c'est très sectorisé en fin de compte. Et du coup, on est en train, nous, préventeurs, de constater, les médecins du travail, du risque psychosocial, des cercles infernaux, de l'isolement. Ils n'ont pas su, à certains moments, peut-être se regrouper pour pouvoir créer des structures collectives de partage, là aussi, des difficultés, en même temps des solutions. Et on est démunis. On est démunis parce que derrière, il y a une profession, il y a des collecteurs, on n'a pas d'influence sur tout ça. Et on ne peut que constater aujourd'hui, en fin de compte, sur ces populations-là. Moi, j'ai des présenteurs qui me disent avant, j'arrivais à faire des choses, maintenant, ma baguette magique, elle ne marche plus, quoi. Je n'arrive plus. J'ai des gens qui sont en telle souffrance qu'ils ne comprennent même plus qu'il y a un cercle de sortie, enfin, qu'on peut en sortir. Donc, on essaye de mettre des actions collectives pour discuter justement du travail réel et en même temps essayer en collectif avec eux, en fonction des ressources que peuvent avoir les uns et les autres, de trouver des solutions. Voilà, cependant, on est dans un cercle vicieux aujourd'hui où, alors c'est pas que ce métier-là, je pense que les taxis sont dans le même système, parce qu'il y a une concurrence affolante des autres systèmes, justement, qui n'ont aucune base de cotisation, de choses comme ça. On est dans des devenirs, en fin de compte, du territoire rural aujourd'hui qui nous inquiètent, parce que derrière, c'est de la disparition d'agriculteurs. Que vont-ils faire, ces gens-là, sur les territoires demain? Enfin, voilà. Moi, je suis un peu démunie aujourd'hui par rapport à ce qui se passe sur certaines professions. Voilà. Mais donc, je vais rebondir là-dessus, parce que je connais moins la question laitière et un peu plus, parce que je m'y suis intéressé à la question de l'abattage, de l'abattage du porc en particulier. Alors, parce qu'il y a deux choses à la fois. Il y a une relation, comme dans le lait, de quasi-intégration, et ça rejoint tout à fait ce que tu disais, que je considère comme très important, à savoir que derrière une relation de travailleur indépendant, entre guillemets, si elle n'est pas pensée sous une forme d'insertion en réseau, avec des intermédiaires, avec un projet, j'ai presque envie de dire, sociétal, un ensemble de solidarité, etc., ça se transforme vite en une relation de subordination sèche et violente. Parlez avec les chauffeurs Uber, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Je veux dire, vous le savez peut-être pas, mais vous allez sur le site d'Uber, parce que c'est ça. En plus, du jour au lendemain, on leur a diminué de 20% le prix de la course. Allez sur le site d'Uber, vous allez voir, il y a la charte du chauffeur Uber, ça fait 40 pages. Tout est normé, réglé, etc. Et je veux dire, c'est supposé être des travailleurs indépendants. Donc la relation d'autorité et des subordinations, elle est plus que reconduite. Bon, d'ailleurs, justement, c'est l'enjeu aujourd'hui. Comme vous savez, il y a des cours californiennes qui ont enjoint à Uber d'embaucher ces chauffeurs en requalifiant la relation comme une relation salariale, et pas du tout. Bon. Juste simplement pour revenir sur ce que vous disiez, le cas... c'est la discussion qui est ouverte avec monsieur, qui est une vraie discussion très sérieuse, mais je veux dire, c'est quoi qui a tué l'abattage français? C'est l'abattage allemand. Comment? Parce que
ils récupèrent des travailleurs déplacés, qui sont payés 4 €, voilà, et qu'ils ont doublé en termes d'économie d'échelle. Voilà. Donc il y en a toujours un qui va vous battre là-dedans, toujours. Oui, et en plus ils ont méthanisé. Non mais je veux dire, après ça va être les Polonais, après ça va être je sais plus qui, donc on n'en sort pas. Par contre, de la viande de qualité élevée sur place, vendue dans des circuits labellisés, donc on retrouve la question du territoire, etc., elle s'en va pas. Hein. C'est plus dur, c'est plus compliqué, etc. C'est même pas sûr en tout cas. Mais elle s'en va pas. Elle s'en va. Si vous faites du hors-sol hein, en agriculture, pas s'étonner à ce que ça parte. Hein. Si vous voulez faire de l'agriculture qui reste, il faut la faire dans le sol. Il faut la faire dans le territoire, parce que le sol, lui, s'en va pas. Hein, voilà. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire. Après, j'avais une autre question, une autre remarque, c'était sur... Il y avait une deuxième remarque. Sur la globalisation. Ah, voilà. Oui, sur Swatch. Non, il ne faut pas se tromper. Hein. Les innovations marketing, etc., elles sont venues après. La vraie histoire, c'est quoi? La vraie histoire, c'est que le savoir-faire... Hein, les écosystèmes d'horlogerie, de précision mécanique et tout ça, ils étaient suisses. Mais ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher parce que d'abord c'était de la haute qualité et ensuite parce que c'était des gardiens de temps faits avec de la micromécanique, c'est-à-dire des dizaines de pièces extrêmement soigneuses, etc. Les Japonais, les Taïwanais sont arrivés avec des microprocesseurs. Ils ont foutu en l'air tout ça. Bien. Comment dire Hayek et Swatch, c'est quoi leur pari? C'est de dire, nous, c'est du vrai savoir-faire. Donc c'est pour ça que je reboucle, comme tu le souhaitais. C'est pas eux qui vont nous apprendre à faire des montres. Donc, si les consommateurs du monde sont prêts à acheter de la montre suisse avec du microprocesseur, et pas de la montre suisse classique avec des gardiens de temps de micromécanique, c'est pas le savoir-faire des Taïwanais qui sont nés avant-hier et qui vont m'expliquer comment on fait des montres. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça qu'on reboucle. Après, il a inventé des trucs marketing, etc., etc. Mais d'abord, la qualité de Swatch, ce qui lui a permis de regagner le marché, c'est de s'appuyer sur les districts industriels et le savoir-faire suisse. Simplement, ça coûtait plus cher, ce savoir-faire suisse. Donc, c'est pour ça qu'il a d'abord vérifié que les gens étaient prêts à l'acheter, ce savoir-faire. Quand il a vérifié qu'ils étaient prêts à l'acheter, toujours dans le bas de gamme, hein, bien sûr, il dit, maintenant j'y vais. Et il a gagné. Voilà, j'ai rebouclé, je crois. Il y a quelques expériences que je viens de rappeler qui sont, on peut dire, un peu exceptionnelles, qui sortent de l'ordinaire. Ça n'empêche pas que je suis d'accord avec toi. Hein. Non, mais je pas. Non, je pas. Mais il faut reconnaître que c'est des situations, malgré tout, pas ordinaires. On dit une chose comme ça, pas ordinaires. Dans l'ordinaire, la puissance de la concurrence et donc de la pression sur les coûts, dans le porc, dans le lait, dans les autres activités industrielles classiques, voire dans les services qui sont conçus comme des quasi-biens, hein, le centre d'appel par exemple, cette pression, elle est extrême. Nous on appelle ça la logique industrielle, c'est-à-dire la logique industrielle, la spécialisation, les économies d'échelle, la confiance carrément là dans la technologie, tous ces éléments-là qu'on a vu apparaître au début du XIXe siècle, qui se sont généralisés, qui se sont imposés. C'est une logique industrielle qui va au-delà des entreprises manufacturières, qui va justement dans l'agriculture, l'industrialisation de l'agriculture, et on parle quelquefois de l'industrialisation des services, de certains... C'est cette orientation, c'est cette dynamique-là qu'il faut mettre de côté. Il faut inventer une nouvelle dynamique. Mais inventer une nouvelle dynamique économique n'est pas qu'un problème entrepreneurial. C'est un problème aussi de mode de vie, de consommation. Je suis 10 fois d'accord avec le débat, l'archaïsme que vous avez et la schizophrénie qu'on peut avoir de temps en temps. On n'est pas content de travailler dans un tel cadre, mais on est content de consommer et même d'avoir des objets fabriqués en Chine peu chers, y compris nos portables, y compris nos stylos, etc. Donc on est nous-mêmes, on est pris par ces schizophrénies. Donc il y a bien quelque chose qui doit répondre dans une double logique. Une logique économique au sens de l'entreprise, mais aussi une logique des modes de consommation et une façon d'être dans les... Si on ne joue pas sur les deux termes,
Hein, on pourrait dire les normes de production parallèlement aux normes de consommation. Comment on n'y arrivera pas? On ne trouvera pas de réponse. Par exemple, sur le lait, sur le porc, dans l'alimentaire, on travaille beaucoup sur ces questions-là en ce moment. Alors, je vous invite à rejoindre cet institut qui s'appelle l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est un institut qui met en discussion ces nouveaux modèles économiques. Si vous voulez, on cherche justement la mise en perspective à la fois d'une nouvelle dynamique entrepreneuriale et une nouvelle dynamique de consommation, notamment, alors si je reprends les expressions qui sont dans le Nord, dans la région de Nord, des mangeurs, il appelle ça, c'est extraordinaire, les mangeurs, c'est-à-dire il organise les mangeurs, c'est vous et moi, ce sont les consommations collectives comme les cantines dans les écoles, les maisons de retraite, les lycées, les crèches, qui essaient de s'engager dans un autre type de rapport à l'alimentaire, dans un autre rapport à la question de cet alimentaire, en y inscrivant des logiques culturelles, des logiques du goût, le retour du goût, les enjeux de santé, les enjeux environnementaux. Et ils réussissent. Mais ça passe par la mise à distance de la question du marché, ça passe par des formes d'engagement. Et donc, des deux côtés, ça passe des engagements du côté des producteurs et des côtés des consommateurs, des mangeurs, on comprend ça. Et ça fait émerger des organismes d'intermédiation. Vous avez par exemple, dans le Nord, ce qu'on appelle les fermes multiservices. C'est quoi cette ferme multiservice? La ferme multiservice, c'est un espace dans lequel vous avez 4 hectares de maraîchage associés, qui sont cultivés par une association d'insertion, en lien avec des maraîchers traditionnels, des entreprises traditionnelles, pas d'insertion classique, qui combinent leur production de telle manière qu'il y a des effets de complémentation dans la qualité des aliments et dans les conditions dans lesquelles ils sont produits dans l'année, et qui trouvent de l'autre côté des ménages qui s'engagent, et des consommateurs collectifs, ils appellent ça des mangeurs collectifs, qui s'engagent dans cette dynamique-là sur le long terme, sur le moyen long terme, pas le court terme, voilà, on va dire sur le moyen terme, l'année, 2 ans. Mais parallèlement, il y a dans cette ferme un restaurant. Parallèlement, il y a des cours qui reviennent, parce que quand vous achetez des aliments bio, il faut retrouver le goût de cuisiner. Donc comment on recuisine, comment on retrouve les aliments. Quand on cuisine, on ne peut pas cuisiner exactement comme dans les années 50. Donc il y a des espaces, il y a des ateliers pour mettre en bocaux, de manière quasi industrielle, pour reprendre. Et du coup, vous avez, dans d'autres endroits, on appelle ça des Fab Labs, c'est-à-dire des espaces d'autoproduction, mais là dans l'espace alimentaire, qui sont centrés et animés d'une manière collective. Ça donne une perspective complètement différente pour les exploitants agricoles, mais c'est un autre modèle économique. Toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, encore une fois, c'est pour moi un lieu d'expérimentation et d'expérience tout à fait remarquable. Non, mais juste pour donner donner un peu d'espoir là-dessus, des entreprises agricoles, 300 hectares. 300 hectares, c'est pas rien. De patates, de blé, et de je sais plus quoi. C'est complètement traditionnel. Il sent que demain, cette orientation-là, et il vit ça de manière intense, parce que derrière, c'est les pesticides. Il y a une révolution idéologique. Il réserve 30 hectares à la production bio. Et tout d'un coup, vous avez comme ça des agriculteurs, on va dire, qui s'ouvrent dans des possibilités de coopération avec d'autres, dans des logiques complètement différentes. Alors ce gars-là, c'est un gars du CJD, des centres des jeunes dirigeants. Vous avez, y compris dans, je ne parle pas du tout du MEDEF, mais vous avez du côté de certains organismes patronaux, peut-être d'ailleurs sur certains côtés du MEDEF, dans certains endroits, en tout cas pas ce qui émerge dans le débat public, mais dans de ce qu'on appelle les patrons, de PME, de boîtes agricoles, qui sont intéressés à changer de modèle et trouver une autre forme de coopération. J'indique tout ça pour vous dire que la question ici, encore une fois, c'est de retrouver des logiques qui interpellent les producteurs, mais aussi le mode de consommation, et donc qui s'inscrivent dans la proximité, dans les circuits courts, dans les territoires.
C'est à travers cet espace-là, à ce niveau-là, qu'on est en capacité aujourd'hui de développer des expérimentations renouvelées et d'autre part de les stabiliser pour être en capacité de changer d'échelle et de les diffuser. Mais ça demande un engagement territorial, ça demande des agencements d'acteurs, si vous voulez, des combinaisons où il y a des producteurs, des consommateurs, des habitants, des citoyens, des gens qui s'engagent dans ce que tu dis, les activités citoyennes, des chercheurs. On a besoin de chercheurs ou de consultants qui sont sur une posture de recherche. Pour moi, c'est la même chose. On n'a pas besoin de chercheurs académiques. Benjamin va être d'accord avec moi, au sens qui fait de l'académisme le top de ce qu'est la recherche, pas du tout inintéressant. Ce qui est intéressant, c'est la recherche heuristique. C'est la recherche qui donne des nouvelles perspectives à l'action. C'est ça là qui nous intéresse. Il peut y avoir des chercheurs, quelques-uns qui sont à l'université, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de consultants qui sont sur cette voie-là. Trouver des formes de coopération entre des consultants sur la posture de recherche et des chercheurs qui ont compris que ça ne se passe pas à l'université, mais que ça se passe avec les acteurs, les citoyens et les habitants, ça donne des forces et des capacités d'action, à mon avis, qui sont véritablement à développer et encourageantes. Ça donne le courage d'aller boire un coup en bas, c'est ça? Exactement. Et j'allais dire, comme à la ferme, on peut aller déguster les produits juste en dessous. Donc il y a juste un étage à descendre. Je remercie Benjamin Gaillard, encore une fois, et puis,